Bonsoir, bienvenue à vous pour cette conférence sur la botanique des verrues. C'est vrai que le titre n'est pas forcément très évocateur de cet objet, et c'est justement bien le but de ce soir, de vous présenter un petit peu ce que c'est sous différentes coutures. Alors, pour arriver tout de suite dans le vif du sujet, vous pouvez voir, bien ici, voilà, deux éléments, qui sont en fait deux verrues d'arbres. Donc le but de ce soir, ce sera de vous présenter un petit peu ces choses-là, de voir d'où ça sort, comment on les trouve, ce qu'on peut en faire, et d'étudier ça autant d'un point de vue botanique que d'un point de vue pratique. Alors, même déjà, il y a un élément que je voudrais éclaircir, c'est en fait le terme verrue. D'où vient, pourquoi on appelle ça des verrues? Voilà, donc la petite histoire, c'était que mon père parcourant les bois, il y a de cela une quinzaine ou vingtaine d'années, il avait remarqué ces formes sur les arbres, et puis un jour, il avait décidé d'en ramasser, de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis il a découvert quelque chose d'assez surprenant, qu'il ne s'attendait pas, et qu'il ne retrouvait pas dans d'autres éléments qu'il connaissait. Voilà. En essayant de se renseigner auprès d'exploitants forestiers, auprès de bûcherons, ou auprès de connaissances qui avaient des notions en botanique ou en biologie, personne ne connaissait. Il y avait des choses qui étaient un petit peu similaires, qui étaient connues, mais pas ce genre de choses-là. Et donc, finalement, sans avoir de nom, vu qu'on a une protubérance sur l'arbre, et qu'il lui est arrivé une fois que l'une de ces protubérances, qu'il en ait un autre élément qui repousse à la place d'un premier, il avait appelé ça verrue. Puis finalement, le terme est resté, en tout cas dans notre appellation. La verrue d'arbre, ça désigne ça, plutôt parce que visuellement, on peut voir l'apparence d'une verrue, mais le terme reste quand même très idiomatique, c'est quelque chose d'un petit peu inventé pour les besoins, puisqu'on n'a pas le vrai terme associé. Donc voilà déjà pour savoir pourquoi les verrues s'appellent verrues. Et ceci fait, passons au plan de l'exposé de ce soir. Alors, pour commencer, une première partie qui n'est pas justement sur les verrues, mais sur le broussin, qui est une excroissance des arbres un petit peu particulière, sur laquelle je voudrais un petit peu détailler les caractéristiques, parce que là on a pas mal de données botaniques dessus, pour ensuite justement présenter la verrue comme quelque chose qui n'est pas du broussin. La comparaison avec le broussin, c'est assez pertinent sur pas mal de points, pour bien comprendre ce qu'est la verrue, quels sont ses éléments caractéristiques, comment on peut observer la verrue sur un arbre une fois récolté quand on enlève l'écorce. Ensuite, une partie un peu plus méthode scientifique pour essayer d'avoir une approche sur l'origine des verrues, comment est-ce que celles-ci se forment, mais comment est-ce que celles-ci se développent sur un arbre. Et puis avec ces points-là, dans ce cas-là, j'aborderai les trois dernières parties qui sont beaucoup plus pratiques, à savoir comment rechercher les verrues, comment aller au lieu d'aller aux champignons, comment aller aux verrues, puis comment, une fois les verrues trouvées, comment les récolter, comment les ramasser, comment les conserver de même, et puis ensuite, qu'en faire, comment les utiliser. Le but de ces dernières parties, c'est quand même d'apporter des éléments pour que tout le monde puisse s'y retrouver. À la fois les amateurs d'ébénisterie qui savent sculpter, mais aussi ceux qui, comme moi, en fait, ne savent pas sculpter, qui sont capables de manier un marteau et un ciseau à bois vite fait. En fait, on peut faire beaucoup de choses sur les verrues, de la récolte jusqu'aux finitions. Donc, c'est ce que je voudrais présenter aussi ce soir. Commençons donc par le broussin, dans une première partie. Alors, le broussin, si je vais suivre la définition de Wikipédia, étymologiquement, c'est lié à la notion de se gonfler. Alors, le broussin, les éléments importants de la définition, c'est donc le fait que c'est un amas de bourgeons, de poils, de picots et de gourmands. Donc, j'ai rappelé ici quelques éléments, quelques termes botaniques, puisque la définition en comporte pas mal. Donc déjà, on a la notion d'épicormique, une formation, quelque chose qui apparaît à la surface d'un tronc. Voilà. Les picots, donc ce sont des petites formations qui sont en petite forme de picots et qui contiennent des bourgeons. Et puis les gourmands, ce sont des petits rameaux qui vont se développer à partir d'eux. Donc pour les gourmands, si vous l'avez peut-être déjà vu, lorsqu'on fait des tailles des arbres, on a parfois des boursouflures sur lesquelles plein de petites branches partent. Ce sont des gourmands qui donnent naissance à ces plantes. Donc un broussin, ce serait une formation à la surface d'un tronc, une excroissance ligneuse qui suit la fibre du tronc, qui est constellée de bourgeons, de poils, de picots et de gourmands. Et ce serait issu à la suite d'une maladie, soit d'un champignon, soit
une petite malformation qui est issue à la suite d'un stress. Voilà. Et c'est composé de beaucoup de nœuds et de bourgeons. Voilà la définition de ce que c'est le broussin. Alors pour y voir un petit peu plus clair, voyons quelques exemples. Donc, voici ici des broussins d'arbres. Donc là vous avez des broussins sur des arbres différents. Donc on remarque par rapport à la définition qu'on a bien une excroissance, on a même quelque chose qui est issu vraiment une déformation du tronc, voilà, une boursouflure sur le tronc, qui va être effectivement ligneuse. On a quand même, si on regarde même sur l'écorce, on a un tracé qui va quand même suivre la fibre du bois. Voilà. Ici, on n'a pas forcément des bourgeons ou des picots qui sont apparents, à part sur celle-ci, où au côté éclaté de l'écorce, laisse deviner qu'il y a quelques picots dessous. Mais en tout cas, voilà, du broussin, c'est entre autres ça. Le broussin, en fait, ça peut comporter plusieurs formes, et c'est pour ça que la définition est assez générale, parce qu'on englobe un petit peu beaucoup de choses. Un petit peu comme les cancers, finalement, on a beaucoup de types de cancers différents, mais on veut englober ça sous un même coup. Voilà, par exemple, d'autres types de broussins, donc c'est toujours du broussin, mais qui ont des formes totalement différentes. Ici, on a beaucoup moins le côté boursouflure avec le côté gros bourrelet, on a plus le côté boursouflure, comme une sorte d'eczéma, mais du coup, les picots sont beaucoup plus présents. Ici, vous voyez cette écorce toute rugueuse, toute boursouflée comme du popcorn. Dessous, ça cache énormément de picots. On a ici sur l'image de gauche des gourmands, voilà, les fameux gourmands qui apparaissent, et puis on a plein de petits bourgeons. Voilà, donc ça, ici, cette verrue à gauche est plutôt issue d'une taille de l'arbre. Voilà, vous pouvez avoir taillé l'arbre, ça peut créer ces verrues. Et puis à droite, c'est plutôt issu d'un champignon ou d'une moisissure. Mais en tout cas, vous avez vraiment, ces broussins, excusez-moi, ces broussins ces éléments-là sont vraiment les éléments caractéristiques du broussin. Alors après, ces éléments comme ça, de tels éléments, telles excroissances, on peut les couper, voilà, utiliser une hache, une scie, les séparer du tronc, enlever l'écorce et regarder ce qu'on a dessous. Alors, si on le fait, voilà par exemple un broussin sur du hêtre, qui est appelé fayal. Donc sur ce broussin, on est plutôt dans les broussins où on a une excroissance, on a vraiment une boursouflure. On a, vous voyez, une fibre qui est très rectiligne, et on a la présence de plein de petits picots ou de petits bourgeons qui étaient présents, qu'on voyait aussi à travers l'écorce. Mais une fois l'écorce enlevée, la chose est beaucoup plus criante. Donc voilà, ça c'est un exemple de broussin, voilà, où on retrouve les caractéristiques de la définition. Donc je vais vous présenter quelques autres exemples de broussins. Donc vous voyez ici un broussin sur un autre arbre dont je ne connais plus l'essence. Ce qu'on remarque sur la photo de droite, c'est que la fibre qui constitue le broussin, donc elle est bien fibre rectiligne, et c'est la fibre du tronc, c'est-à-dire que c'est vraiment un bourrelet du tronc. Pour séparer ce broussin du tronc, mais il a fallu trancher toute la fibre, on ne peut pas faire autrement. Et puis donc ces trous, ce sont des trous dans lesquels, quand il y avait l'écorce, on pouvait trouver des bourgeons et des gourmands. Voilà, c'est ce genre de trous sur de broussins, c'est caractéristique de lieux où on avait des bourgeons et des gourmands. Donc à nouveau, on retrouve des éléments propres à la définition du broussin. Voilà, et puis enfin, un troisième exemple, un broussin, cette fois-ci de pin, donc qui ressemble beaucoup plus au deuxième exemple que je vous ai présenté, où là, à nouveau, on a des trous. C'est pas forcément des yeux, mais c'est peut-être aussi en botanique ce qu'on va appeler des yeux, qui contenaient des bourgeons et des gourmands. On a une fibre rectiligne, on a une excroissance sur le tronc, et puis la fibre qui constitue le broussin, c'est vraiment la fibre du tronc. C'est-à-dire que si votre tronc, si vous voulez, comme un cylindre, l'endroit il va être déformé, une petite boursouflure, et cette boursouflure, ce petit pli, c'est le broussin. Donc à nouveau, il a fallu tout couper pour récupérer ce broussin. Alors le broussin comme ça, en fait, il est assez intéressant en ébénisterie. Alors pourquoi il est intéressant? Pour deux raisons. Si vous regardez un arbre de façon générale, c'est un genre de cylindre. Et la fibre à l'intérieur de l'arbre, voilà, ça va faire des petits cylindres qui sont concentriques. Donc si vous faites une tranche d'un arbre, vous verrez des cercles. La fibre va dessiner des cercles. Dans le broussin, comme vous avez des plis, comme vous avez des picots, des gourmands, etc., la fibre va prendre des formes qui sont totalement différentes. Donc, si vous faites une tranche du broussin, qu'elle soit verticale ou horizontale, vous allez avoir des motifs qui sont totalement différents, qui peuvent être très intéressants visuellement. Par exemple, cette table-là, ici, le principe c'était ça. Vous prenez un arbre qui a un gros broussin, déjà sa forme n'est plus du tout circulaire, et puis quand vous le tranchez, vous avez une fibre qui va faire des motifs totalement différents et qui visuellement sont très jolis. Et puis de même, cette bosse, ce pli que constitue le broussin, s'il est assez volumineux, on peut très bien le couper
Et puis tailler dans la masse, en faisant du tour à bois, et bien tailler un vase, un récipient, une tasse, ce genre de choses, pour avoir quelque chose qui vraiment a un mariage de couleurs et de relief qui est vraiment assez intéressant. Donc, pour faire des pièces comme ça, c'est vrai qu'en général, en ébénisterie, il faut avoir des boussins qui sont assez volumineux. Et un broussin, pour avoir un gros broussin, il faut un gros arbre. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, qui est assez rare. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut se vendre très cher. Les broussins les plus importants se vendent quand même relativement cher et sont assez prisés dans peut-être l'ébénisterie un petit peu de luxe, sur la fabrication de pièces uniques, sur des plaquages, sur la fabrication de meubles, sur des commandes particulières. Donc le broussin, ça c'est quelque chose qui est connu, en général en ébénisterie, ça fait partie des composantes, des éléments qu'on utilise en travaillant le bois. Voilà. Et donc petit tour de ce que c'est de ce qu'est le broussin. Alors, évidemment, il a fallu que je déplace, que je me mette bien dans la projection. Attaquons donc la deuxième partie sur la verrue d'arbre. Je vous ai présenté le broussin, voyons comment se place la verrue d'arbre par rapport au broussin. Vous avez vu sur la première diapositive, des petites verrues d'arbres. Allons un peu plus loin, décortiquons ça pour voir ce qu'il y a un peu au-dessous. Alors, je vous remets un petit exemple de verrues de hêtre, des verrues totalement saines, en pleine pousse. On attendrait 2 ans qu'on les verrait un peu plus grosses. Vous en avez 2 grosses ici, et une petite ici aussi, et une petite là, et une petite là d'ailleurs. Les petites sont un peu plus négligeables, c'est toujours intéressant. Et puis, alors ces verrues, je vais vous montrer quelque chose d'assez surprenant. Alors, là, si je me mets une petite vidéo, voici la récolte d'une verrue. Voilà. Donc, vous avez ici une verrue d'arbre, je me munis d'un pilon en bois, je le dégage je laisse un peu la place, et je mets quelques coups, et paf, la verrue se détache. Voilà. Alors, sur ce même arbre, par chance, sur le même arbre, vous pouvez m'entendre vous-même faire un petit peu. Il y avait d'autres verrues. Deux grosses exemplaires de verrues. Et à nouveau, en quelques coups de pilon, pas très très important, la verrue bouge, je peux la détacher. De même pour la petite. Qu'on enlève. Paf, je peux détacher les deux. Donc là déjà, c'est quelque chose qui est quand même relativement différent du broussin, puisque on a un élément de bois qui est quand même assez important et qui se détache très facilement. Par exemple, à titre d'exemple, si vous prenez une branche de ce diamètre-là, une branche comme ça, si vous n'avez pas de hache ou de scie, vous ne pouvez jamais la séparer du tronc, c'est impossible. Une branche comme ça, vous pouvez monter dessus, sauter dessus, elle ne cassera pas. Alors que là, comment ça se fait qu'une masse de bois, ici qui fait quand même plus de 500 grammes pour celle-ci et plus d'1 kilo pour la grosse ou la deuxième vidéo, donc ça se fait qu'on ait des masses qui se séparent aussi facilement du tronc, alors on a aussi peu d'efforts. C'est même plus simple que de casser une branche. Donc déjà, premier élément qui titille un petit peu. Et justement qui avait titillé mon père dans l'intérêt sur les verrues. Alors si je vous prends des photos, voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc, vous voyez à gauche une verrue de hêtre, une autre verrue de hêtre, qui est un petit peu différente. On voit ici qu'elle est un peu plus collée au tronc, qu'elle est un peu plus, pour sa forme ronde, elle est un peu plus collée au tronc. Mais ici, en utilisant un ciseau à bois, en calant un ciseau à bois entre la verrue et le tronc, en mettant un petit coup de marteau sur le ciseau à bois, hop, la verrue se détache. Et donc déjà, d'une part, ça se détache aussi très facilement. Et on peut voir qu'entre la verrue et le tronc, en fait, les deux n'étaient pas liés. Il n'y avait pas de fusion, il n'y avait pas de vrai lien. C'est-à-dire que l'écorce et le tissu en dessous tenaient la verrue au tronc, mais le bois dans la verrue n'était pas relié au bois du tronc. À nouveau, quelque chose qui est quand même surprenant. C'est pas du tout quelque chose qui ressemble de même à la définition du broussin, en fait. On est dans des tons totalement différents. Si on veut même encore plus loin, que cette verrue, on la prend et qu'on retire tous les petits tissus, toutes les petites cellules qu'on a autour pour dégager le bois, voilà ce qu'on va pouvoir observer. Donc là, à nouveau, ce sont des verrues de hêtre, obtenues de la même façon, par extraction. Donc, là, on a à nouveau quelque chose qui nous laisse un peu perplexe, parce que on a une masse de bois assez ronde. La fibre ne suit pas un sens précis. Vous voyez, la fibre, elle part un petit peu dans tous les sens. Donc, on n'a pas du tout une fibre rectiligne. On a des pointes qui étaient un peu touchées le tronc, mais qui n'étaient pas vraiment dans le tronc. Et puis, on n'a pas de picot, il n'y a pas de gourmand, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de bourgeon. On n'a rien du tout.
Voilà. On n'a pas les éléments qui en fait caractérisent le broussin. On n'en a pas. On n'en a pas du tout. Donc voilà, si je vous présente des verrues, même d'autres espèces, comme si s'y intéresser, vous voyez ici à gauche une verrue de sapin, une verrue de bouleau, une verrue de saule d'échevrier et une verrue de cerisier. Donc sur la verrue de sapin, on va souvent avoir des petites pointes voilà, qui vont toucher le tronc. De même aussi sur les arbres fruitiers, on a souvent des petites pointes comme ça. Ici, elles sont encore en plus grand nombre. Mais vous voyez qu'on retrouve ces caractéristiques, quelque chose d'un peu rond, qui n'est pas vraiment lié au bois du tronc, qui n'a pas de picot, pas de bourrement, pas de poils, rien du tout. On a des textures, des couleurs différentes, mais voilà, on n'a pas d'éléments particuliers là-dessus. Sur d'autres essences, c'est la même chose. Vous voyez ici une verrue de châtaignier, une verrue de cèdre, une verrue de peuplier. Donc les bois ont des textures différentes, puisque ça c'est la caractéristique des arbres. Hein. Les arbres produisent des bois qui sont de nature différente, comme pour le broussin. Mais à chaque fois, voilà, on retrouve ici les pointes qui étaient orientées côté tronc, mais qui n'étaient pas vraiment rentrées dans le tronc. On a la fibre un peu dans tous les sens, et puis voilà. Et même après, on a aussi des verrues. Ça c'est une verrue de plus petite taille. Si on regarde en fait les verrues qui sont plus petites, avant qu'elles deviennent grosses, eh bien en général, elles n'ont pas de pointe. C'est-à-dire la pointe qui tournait vers le tronc, si je reviens sur cette pointe-ci, là, eh bien, sur cette verrue, il n'y en a pas. On a une véritable bille de bois. Voilà. Sans rien d'autre que juste une surface de bois et remplie de bois naturel. Voilà, ça s'est créé sous l'écorce. Donc effectivement, c'est quand même bien mystérieux. Quoi. C'est quand même quelque chose qui est totalement différent de ce que je vous ai présenté dans la première partie. A contrario, au lieu de regarder les verrues plus petites, si on regarde des verrues plus grandes, eh bien lorsqu'une verrue pousse, quand elle prend de la taille, quand elle prend de la masse, au bout d'un moment, elle va souvent fusionner avec le tronc. Ici, vous avez une verrue qui, en taille réelle, fait à peu près 20 cm de diamètre. C'est déjà quelque chose qui doit peser entre 2 et 3 kg quand vous la récoltez. C'est un bon morceau de bois quand même. Et cette verrue avait commencé à fusionner avec le tronc. Vous voyez ici une partie qui était liée au tronc, et là la partie de la verrue. Et ce qui se passe, c'est en fait un phénomène naturel que vous avez peut-être déjà vu. Par exemple, lorsqu'un arbre pousse à côté d'une clôture, ou bien que des branches d'un arbre s'intersectent, vous avez un phénomène de fusion en fait des cellules du bois. Et vous avez ici une zone de transition. Mais ce qu'on va remarquer, à nouveau par rapport au broussin, c'est que dans cette zone c'est qu'on a vraiment une zone de transition. C'est-à-dire que entre la verrue et le tronc, voilà, on a la fibre rectiligne du tronc, on a la fibre qui part un peu dans tous les sens de la verrue, et puis on a une zone de transition qui lie un petit peu les deux. Et du coup, on peut vraiment constater que cette zone de transition, elle est apparue, elle n'était pas là au départ. C'est-à-dire que ce n'est pas la fibre de la verrue qui s'est séparée du tronc, et bien les deux fibres qui étaient disjointes à la base, qui ont commencé à se relier. Voilà. Et de plus, eh bien, la liaison entre la verrue et l'arbre était quand même très fragile. Ici, avec un petit peu de travail au ciseau à bois, un petit peu de travail avec un coin en métal, cette verrue était très facilement sautable. Alors qu'à titre de comparaison, vous prendriez une branche d'arbre de ce diamètre-là, là voilà, sans grande scie ou sans tronçonneuse, vous ne coupez pas la branche. Donc à nouveau, on a quand même quelque chose qui tient faiblement au tronc, qui se récolte assez facilement. Donc faisons un petit bilan des choses, les différences entre les verrues d'arbre et le broussin. Les verrues d'arbre n'ont pas de picot, pas de bourgeon, pas de bourgeon. La fibre n'est pas rectiligne, elle suit un petit peu son sens. Voilà. On a un lien éventuel avec le tronc via des pointes, donc pas des picots, c'est pas la définition botanique du picot, mais ce lien il apparaît au fur. Bon, il n'est pas présent sur les petites verrues, il n'est pas forcément là. Et puis bon, des fois la verrue est fusionnée au tronc, mais pareil, c'est pas chez tout le monde. Et puis cette fusion, elle montre vraiment une zone tampon, une zone de transition entre les différents types de fibres, la fibre du tronc et la fibre de la verrue. Alors que sur du broussin, comme je vous l'ai montré, la fibre du broussin, c'est la fibre du tronc, mais qui a subi une boursouflure, enfin, une toute autre façon de le désigner. Donc c'est quand même quelque chose qui se comporte très différemment. De plus, aucune trace de blessure, aucune trace de champignon, aucune trace de piqûre d'insectes. Si vous prenez une verrue telle que je vous ai montré, si vous creusez à l'intérieur, vous n'avez que du bois. Vous n'avez pas, par exemple, une petite partie morte, comme vous auriez sur un insecte pondu dans une noisette ou une noix, vous n'avez rien de tout ça. Et même une verrue peut grossir, peut prendre des volumes très très importants, donc pas non plus de traces de champignons, de blessures, ni rien. Un arbre qui peut comporter une verrue, comme vous avez pu voir sur les photographies, les verrues sont très isolées.
Bon, c'est pareil aussi un peu sur le broussin, hein, ce sont des choses très isolées, mais il n'y a aucune trace, rien de spécifique à ce sujet-là. Bien évidemment, au sujet des arbres, comme on a un peu des fusions, toujours des exceptions, on peut avoir des verrues qui présentent des petites branches ou des petites racines, si dans certains cas, mais ça, c'est plutôt des exceptions, des cas rares parmi les verrues, plutôt qu'une règle. C'est vraiment une verrue avec une petite branche, c'est une verrue qui est un peu collée. Pas du tout l'intérêt. Et justement, sur Internet, en fait, comme le terme de verrue n'est pas le vrai terme scientifique adapté, déjà on trouve peu d'éléments, mais aussi on a des photos de broussins où en fait ce sont des verrues. Voilà, on va avoir un morceau de broussin sur le tronc, on va avoir une verrue, puis voilà, le document dira que c'est du broussin, alors qu'en fait pas du tout. Vraiment, certains botanistes diraient peut-être que cet élément-là fait partie du broussin, mais je trouve que toutes les caractéristiques que je vous ai présentées là diffèrent beaucoup trop de la définition botanique du broussin, qui est pourtant très large, pour qu'on puisse considérer cette chose-là comme la même chose en fait. C'est-à-dire que effectivement, c'est partie de la famille des excroissances de l'arbre, et c'est quand même des excroissances qui sont très 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 différentes. Voilà. C'est un petit peu comme si vous compariez un poisson et une tortue. Ça vit dans l'eau, mais c'est quand même très différent. Et de même, en fait, dans la pousse, la récolte, l'utilisation, on a des choses qui sont très différentes. C'est quand même quelque chose d'à part, par ces caractéristiques-là. Et donc, pour moi, ça a tout son intérêt de présenter cet élément à part. Alors, maintenant que je vous fais une petite présentation, on va dire visuelle, de ce qu'on peut voir et observer sur une verrue quand on les voit dans les bois, quand on les récolte, je vais vous présenter différents exemples de formes que peuvent prendre les verrues. Parce que tout comme le broussin a différentes formes, différents aspects, ou différentes origines, la verrue, on a différentes formes, différents cas qui peuvent apparaître. Donc je voulais vous les présenter un petit peu, parce que quand on commence à récolter des verrues, on a vraiment des motifs, des formes plus générales qui se séparent les uns des autres. Donc le premier exemple, c'est une verrue sans rien. Voilà, là, c'est vraiment la bille de bois, par excellence. Elle n'est pas forcément ronde, mais elle est à peu près ronde. Voilà, il n'y a rien. Pas de trou, pas de pointe, rien du tout. C'est une bille. Voilà. On pourrait très bien en faire un dé, une bille, une pièce de domino, sans aucun problème. Le deuxième cas, c'est une verrue avec des pointes. Voilà. Et avec des pointes qui touchent le du tronc. Donc ici, vous avez une verrue de sapin. Voilà. Les verrues de résine ont souvent des pointes. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez pareil. Un type de verrue assez classique. Vous avez des verrues qui vont avoir des pointes et des verrues qui n'auront pas vraiment de pointes. C'est comme ça. Donc justement, parmi les verrues qui n'ont pas beaucoup de pointes, vous avez ces verrues-là. Ces verrues que j'appelle en forme de champignon. Donc ça, comme vous pouvez le remarquer, la partie qui est claire, qui est la partie en fait vivante de la verrue, c'était celle qui était contre le tronc. Vous voyez, il n'y a pas de pointes qui sont présentes, malgré la taille de la verrue, qui est plus importante que la verrue que je vous ai présentée du diapositive auparavant. Et ce qui s'est passé sur ces verrues, c'est que vous avez ici une partie qui est en fait du bois mort. C'est-à-dire que l'écorce de la verrue, comme ça fait une protubérance sur l'arbre, peut-être à cause d'une branche qui est tombée, à cause du climat, à cause de l'écorce qui soit plus fine, l'écorce a été trouée. Il y a une blessure, et l'écorce étant trouée, le bois a commencé à mourir, a commencé à ne plus être alimenté en sel, et donc la mort a commencé à gagner la verrue, petit à petit, voilà. Et donc la verrue se consume, meurt littéralement, ce qui fait vous avez vraiment une partie morte, une partie vivante, une petite transition entre les deux, et qu'au fil du temps, la verrue se met petit à petit. Et même si ce phénomène-là, il peut intervenir sur n'importe quel type de verrue, la forme qu'on obtient à la fin est assez particulière. Parce que ce qui va se passer, la verrue, pendant qu'elle est en train de mourir, elle est aussi en train de pousser. Ce qui fait que la partie vivante va souvent créer un petit bourrelet, un petit ourlet autour de la partie morte, qui va vraiment donner cette forme de champignon, en fait, comme vous voyez ici. Vous avez une boule de partie morte, qui ne croît plus, donc ça vous crée une boule, et puis une partie vivante qui va s'étaler un petit peu plus, comme finalement le chapeau d'un boulet, le chapeau, le pied, voilà, vous avez votre champignon. Donc là, c'est pas forcément, logiquement, c'est pas un cas vraiment à part, mais en termes de forme, c'est quand même quelque chose qui est à part. Et ça fait de très jolis trucs. Si on va même encore plus loin, si on laisse le temps prendre son cours, le bois qui était mort auparavant, il va progresser, et puis avec le temps, avec le climat, il va s'éroder, il va se décomposer, il va courir et il va tomber. Et donc là, si on attend encore plus longtemps, la partie morte, elle est réduite à peau de chagrin, et la partie vivante aussi. Et là, on a quelque chose pareil d'assez étonnant. On a quelque chose de la taille d'un pins, voilà, un pins de bois, une densité de bois quasiment indépendante,
de la taille d'un pins, avec du bois vivant, du bois mort. Et voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est, enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur un arbre. Déjà qu'une boule de bois, c'est quand même quelque chose de différent. Là, c'est même pas une boule de bois, c'est un petit élément, tout seul, qui s'enlève très facilement, et voilà, c'est juste ça. Ici, ça, vraiment, là, l'épaisseur, c'est moins d'un demi-centimètre d'épaisseur. Et c'est quelque chose qui est indépendant. Voilà. Vous voyez aussi que c'est là la partie qui est claire, c'est la partie qui était côté tronc. À nouveau, moi, il n'y a pas de pivot. C'est quand même quelque chose, même si ces deux éléments ont la même origine, la forme qui résulte à la fin est à nouveau très différente. Et c'est ça qui est aussi important parce que la récolte, le travail des verrues, ça nous donne des choses vraiment très intéressantes. Une autre chose qui peut arriver, toujours dans les mêmes autos, c'est que si vous avez une verrue qui est un peu plus grosse et qui à nouveau subit une blessure, c'est-à-dire que l'écorce s'abîme et que le bois commence à mourir, et bien là, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir une moisissure, un champignon finalement, qui va se répandre dans la verrue et commencer à détériorer le bois à l'intérieur de la verrue. Tandis que le bois à l'extérieur, lui va continuer de croître et finalement va faire un ourlet et va recouvrir la partie qui est morte. On obtient ainsi une verrue où vous avez tout l'extérieur qui est vivant et vous avez tout l'intérieur qui est mort, avec du bois qui est confit, qui est un peu gorgé d'eau. Et donc voilà, ça vous fait un type de verrue qui est lui aussi assez différent parce que vous avez un trou. Vous avez un joli trou avec un très bel ourlet, très lisse. Vous voyez ici cet ourlet. De même, la fibre va décrire des trajectoires assez différentes puisque elle tourne autour du tronc. Voilà. La fibre s'est adaptée en croissant à cette contrainte. Et donc là, si vous creusez la partie morte, vous avez un récipient. Vous avez un vase, vous avez une tasse, vous avez un verre, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez un récipient. Donc voilà, le récipient il est naturel, à nouveau, fait tout seul. Et c'est une forme qui est quand même bien différente des autres, mais voilà, qui a son charme. Hein. Vraiment, ça c'est quelque chose. Moi je trouve ça extrêmement beau. C'est des formes très 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 jolies. Alors, il y a un dernier élément que je veux vous présenter, que pareil, je caractérise un peu à part, ce sont les verrues fusionnées. Alors ici, le principe est en fait assez simple, c'est que parfois, de façon très rare sur un arbre, vous allez avoir beaucoup de verrues qui vont se former les unes à côté des autres. Comme les verrues grossissent, et bien en grossissant, ces verrues vont se coller les unes aux autres. Elles vont finir par fusionner, tout comme j'en parlais précédemment, comme le bois. Lorsque vous prenez deux masses de bois qui croissent les unes et que vous les collez, elles vont finir par fusionner. Et donc ces verrues, en fusionnant, ça va vous donner un aspect qui va être totalement différent des verrues que vous aviez. Un petit peu comme la division cellulaire, où le fait qu'une cellule, si vous la divisez et que vous les mettez côte à côte, vous avez une entité qui est totalement différente de votre entité qui contienne une seule cellule. Et bien ici, c'est un petit peu la même chose. On le voit sur les photos. Vous voyez ici plein de petites verrues qui sont en train de croître et de se relier. Et ici, vous avez des verrues qui, justement, ont bien fusionné. On le voit rien qu'à l'écorce, qu'on a quelque chose de bien différent. On a des couches qui apparaissent. Et si on enlève l'écorce, voilà le genre de choses qu'on peut trouver. Voilà. Donc voilà des verrues que j'appelle verrues fusionnées. Où là, on change totalement de gamme de formes à nouveau. On sort des formes plutôt rondes, on obtient des formes plutôt longues, puisque on a plein de petites verrues dans ce sens-là qui ont fusionné, et on a des formes aussi complètement tarabiscotées, complètement biscornues, puisque certaines verrues auront totalement fusionné, c'est-à-dire finalement donné une fibre dans un autre sens, et de nouvelles petites verrues à côté auront commencé à fusionner à tout l'ensemble. Donc voilà, on a ce genre de formes beaucoup plus longilignes, beaucoup plus plates, qui vont se former et qui constituent un cas. Alors c'est assez rare, hein, ce genre de choses est assez rare, mais ça apporte des formes qui sont totalement différentes et qui sont, moi je trouve, qui peuvent être très jolies en fait, parce que voilà, on sort du cadre de la boule de bois. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, je me permets quand même de revenir à la diapositive précédente. On le voit ici aussi sur la photo, vous le voyez. On a parmi ces verrues-là, parmi ces verrues fusionnées, on a des verrues qui sont en train de mourir. Voilà. Vous avez des endroits où l'écorce est abîmée, ce qui veut dire, on le voit même ici, hein, le bois des verrues a une partie qui est morte. Et en fait, ces verrues-là, ces verrues fusionnées, elles n'atteignent jamais des tailles très importantes parce que, pour une raison que j'ignore, eh bien, l'écorce autour de ces verrues-là, peut-être parce qu'il y a beaucoup de boursouflure, peut-être pour une autre raison, eh bien, elle subit des trous, elle se fissure beaucoup plus vite. Et les verrues, voilà. Cette verrue-là, elle fait peut-être 5 cm de long,
mais c'est vrai qu'au niveau épaisseur, j'ai rarement une plus grande. Donc justement, la plus grosse verrue fusionnée que j'ai, c'est celle-ci. Voilà, là, elle tient dans un point, facilement. Elle tient facilement dans un point, c'est la plus grosse que j'ai. Mais je trouve aussi que c'est la plus belle. Donc, on voit bien que c'est une verrue fusionnée ici, sur cette photo de droite, puisque vous avez voilà, des petits reliefs qui indiquent vraiment qu'on a plein en fait, de verrues qui ont fusionné, mais qui ont fusionné il y a longtemps, puisque au niveau de la fibre en surface, on a quelque chose qui va dans ce sens-là, alors que les verrues fusionnées dans ce sens-là. Mais ce que j'aime bien sur cette verrue, c'est vraiment le fait qu'elle représente une masse de bois, sans rien. Voilà. Je vous ai montré des verrues rondes auparavant, mais celle-ci, je la trouve vraiment encore plus parlante. Vraiment, ça fait vraiment l'élément qui a poussé dans l'arbre, totalement indépendamment du reste de l'arbre, qui n'est relié à rien, voilà, qui a vécu tout seul comme ça, et puis qu'on peut retirer très facilement, et voilà, qui fait sa vie. Donc pour moi, d'un point de vue, on va dire biologique, c'est quand même quelque chose qui est à part. C'est quelque chose à part, et surtout, ce genre de surface ne peut être obtenu, enfin on peut pas recréer ce genre de surface. Ce genre de surface ne se crée que quand on a une masse de bois qui se développe toute seule. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel en ce sens-là, c'est quelque chose de particulier en ce sens-là aussi. Voilà. Avec donc ces petits exemples, j'en arrive à ma troisième partie, l'origine des verrues d'arbres. Donc ici, je voudrais présenter un petit peu l'origine des verrues d'arbres d'un point de vue un peu plus méthode scientifique. Dans la deuxième partie, je vous ai présenté les verrues en comparaison au broussin avec leur définition, mais aussi, surtout, avec les caractéristiques visuelles, c'est-à-dire quand on voit une verrue sur un arbre, quand on la ramasse, quand on enlève l'écorce, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut voir, et même sur la coupe, pareil, qu'est-ce qu'on peut voir. Ici, je voudrais aborder les choses d'un point de vue un petit peu plus méthode scientifique, pour essayer d'expliquer un petit peu les différents mécanismes qui sont là. Alors tout d'abord, je vais avoir besoin de présenter ou de rappeler les différents constituants du tronc, les constituants principaux, au niveau de la fibre, des éléments du tronc. Alors le plus important, c'est le cambium. Donc le cambium, cette couche en bleu sur la figure, c'est en fait un amas de cellules qui va produire du côté intérieur l'aubier, le bois du tronc, et du côté extérieur le libère, qui va être la protection, qui donnera l'écorce. Donc le cambium, c'est lui qui produit l'aubier d'un côté, l'écorce de l'autre. Il produit le bois du tronc d'un côté, l'écorce de l'autre. Après, donc, vous avez le libère, la jeune écorce, si vous préférez. Vous avez l'aubier du jeune bois. Voilà. Le libère et l'aubier vont servir à véhiculer la sève de l'arbre pour que la sève monte dans les feuilles et puis redescende après la photosynthèse, etc. Et puis, lorsque l'aubier a vieilli, qu'il ne véhicule plus la sève, il devient du duramen. Lorsque le libère a vieilli, qu'il ne véhicule plus la sève, il devient de l'écorce. Vous avez 5 couches différentes et un petit mécanisme de fonctionnement et de croissance de ces couches. Voilà ce qu'on peut trouver sur un tronc d'arbre. Et donc, avec ces couches-là, eh bien, vous voyez un petit peu comment et où la verrue se forme. Alors, comme je viens de le dire par rapport à cette figure, le cambium, c'est la couche de cellules où se forme l'aubier. La verrue, c'est un amas d'aubier, ce n'est que de l'aubier. Donc, pour qu'il y ait la création d'une verrue, il faut forcément que l'histoire commence dans le cambium. Elle ne peut pas commencer ailleurs, puisqu'il n'y a que cette zone de cellules qui est capable de créer de l'aubier. Donc, la verrue, elle commence ici. Je ne sais pas pour quelle raison, pour quelle cause, mais elle commence. Elle ne peut pas commencer ailleurs. Botaniquement, c'est pas possible. Donc, ici, j'ai fait un petit schéma coloré avec l'aubier, le cambium, le libère et l'écorce. Voilà. Et puis, la verrue dessinée un petit peu en bleu autour. Donc sur la diapositive suivante, j'ai fait une petite évolution de la croissance d'une verrue. Donc cette petite bille de bois étant entourée de cambium, eh bien elle va grossir, puisque le rôle des cellules dans le cambium, c'est bien de produire du bois en face du bois. Donc si elles remarquent de l'aubier, elles vont produire de l'aubier. Donc un petit peu comme la manière d'une perle dans une huître, eh bien notre petite bille de bois va grossir. Et puis après, on a différents cas qui peuvent apparaître. Donc on a le développement que j'appelle à plat. Là, voilà, la bille de bois grossit, puis finalement, elle grossit, elle commence à épouser un petit peu la forme du tronc. Mais voilà, vous voyez que cette bille de bois, comme vous avez pu le voir sur les premières photos, elle est entourée de cambium. Elle est aussi recouverte d'une écorce, d'une écorce et du libère, mais elle est entourée de cambium. Elle n'est pas en contact avec le tronc. Quand la verrue devient beaucoup plus grosse, elle peut prendre contact avec le tronc, bien entendu, mais là, quand elle est déjà d'une taille de quelques centimètres, c'est pas le cas. Et puis, vous avez une autre formation, ce serait ce qu'on appelle la formation d'une pointe, où là, eh bien, pour une raison que j'ignore, la verrue va se mettre à créer une petite pointe
qui va pousser le bois du trou. Voilà. Donc ici, l'idée à avoir, c'est un petit peu comme si vous mettiez votre doigt dans du polystyrène. Voilà, vous faites un trou dans le polystyrène, vous l'écrasez, et vous pouvez le ressentir. Ici, c'est un peu la même idée. Quand vous récoltez une verrue avec une pointe, la pointe vient de la verrue, et si vous regardez le tronc, vous avez un trou, en fait. C'est-à-dire que l'écorce, le bois, il a un creux, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est pas comme s'il était percé, c'est pas comme s'il était libre, mais c'est juste qu'il y a un creux dans le bois. C'est vraiment ce que je vais vous représenter. Et entre cette pointe et ce creux, vous avez à nouveau du cambium qui entoure toute la verrue. En général, les verrues qui ont des pointes, lorsqu'elles grossissent, elles vont assez long, à partir d'une dizaine de centimètres de diamètre, commencer à fusionner avec l'arbre, c'est-à-dire que les pointes vont finir par se mêler à l'obier du tronc, et puis on va avoir un petit début de fusion. Et puis aussi, comme je le représente ici sur le schéma, eh bien le cambium ainsi que le libère, voire un peu l'écorce, vont souvent se retrouver en sandwich entre l'aubier de la verrue et l'aubier du tronc. Voilà, ici c'est dans cette zone-là. C'est-à-dire que la verrue, elle va pousser, mais souvent, voilà, elle va plutôt pousser un peu en s'étalant, ce qui fait que ces couches-là, d'aubier, de libère et d'écorce, vont se retrouver écrasées entre le tronc et la verrue. Et ça, sur des photos un peu ultérieures, je vous montrerai, ça donne des effets un petit peu particuliers. Ça donne des petits bords un peu plats, un peu spécifiques. Mais c'est aussi, voilà, c'est un phénomène qui apparaît. Donc, voilà ce petit schéma pour moi qui récapitule un petit peu l'origine de la croissance d'une verrue, pour comprendre bien comment cela fonctionne au niveau biologique. Alors, il y a un autre élément sur lequel je pourrais revenir, sur lequel je pourrais même faire intervenir des mathématiques, c'est la présence de ces petits yeux, voilà, de ces petits nœuds, parce que si je me réfère à la définition du broussin, il est dit que le broussin comporte des yeux et des nœuds. Mais cette définition qui est botanique vous a fait référence aux yeux et aux nœuds de bois, c'est-à-dire comme ce qu'on peut avoir sur des planches en bois, alors là où il y avait une branche, vous avez un petit endroit sur votre planche où la fibre va faire un petit nœud, et cette fibre peut facilement se détacher et vous créer un trou dans votre planche. Ici, ces formes visuelles géométriques d'yeux ou de nœuds, l'appellation peut varier selon les personnes, en fait, elles n'ont pas du tout la même origine. Sur la définition Wikipédia, il était bien indiqué que les nœuds en question étaient liés à des bourgeons. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Et la raison de ces nœuds, elle est naturelle, en fait. C'est-à-dire qu'une verrue, par son essence, va forcément comporter des yeux et des nœuds. Et la raison derrière, c'est en fait une raison mathématique. C'est une conséquence du théorème qu'on appelle le théorème de la boule chevelue. Alors pour vous illustrer, une des illustrations de ce théorème, c'est que si vous prenez une balle de tennis qui est chevelue, couverte de cheveux, et si vous prenez un peigne, vous essayez de coiffer votre balle de tennis chevelue, vous essayez de rabattre tous les cheveux, vous essayez de tout se mettre à plat, eh bien, peu importe la façon dont vous essayez de coiffer votre balle de tennis, peu importe le temps que vous y passerez, il restera toujours au moins un épi, quelque part. Et en fait, cette description du théorème, si vous la transcrivez aux verrues, qui finalement sont une masse ronde, voilà, la balle de tennis, si vous la déformez un petit peu, si vous l'écrasez un petit peu, vous avez une masse ronde qui va vous faire la masse de verrue. Et si vous faites l'analogie entre le sens des cheveux une fois coiffés et le sens de la fibre à la surface de votre verrue, eh bien, la présence d'épis va correspondre avec la présence de ces nœuds. Et donc, le théorème de la boule chevelue va vous dire que sur une verrue, une masse ronde qui commence en étant fermée, sur lequel on a une fibre qui est dessinée dessus, en surface, eh bien, il va forcément y avoir des épis, des nœuds. C'est pour ça que, je voulais un petit peu faire un point dessus, faire une petite différence, parce que je trouvais ça assez intéressant que, justement, on puisse décrire certains phénomènes, certains éléments visuels sur les verrues, et pouvoir dire que ces éléments-là sont toujours présents. Voilà, parce que mathématiquement, vous l'arrivez toujours, peu importe la verrue, vous aurez toujours quelque chose de ce genre-là. Alors que sur du broussin, ce n'est pas le cas, parce que le broussin, comme c'est une déformation de l'arbre, une boursouflure, la fibre se poursuit avec la fibre du tronc. Il faut la raison derrière laquelle ce théorème est vrai, c'est que vous avez une forme qui est ronde. C'est la géométrie de la sphère qui rentre en jeu, et une verrue commençant comme une bille de bois ronde, cette géométrie rentre en jeu et vous donne cette conséquence. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, parce que finalement, si la verrue est plaisante à l'œil, c'est en partie parce que justement, la fibre en surface va décrire des motifs
dans une certaine famille de motifs. On va avoir des trajectoires dans une certaine famille. Ces trajectoires, on peut les décrire un petit peu mathématiquement. Donc, l'une des constantes de cette trajectoire, c'est d'avoir des nœuds et des yeux. Voilà. De même, on va avoir un comportement similaire à l'intérieur de la verrue. Si vous la tranchez, vous aurez forcément un œil ou un nœud à l'intérieur, parce que ce terme-là va ça aussi s'appliquer à l'intérieur de la verrue. Donc, avec cette petite interlude mathématique, cette description un petit peu de l'un des comportements de la fibre sur la verrue, nous allons passer à la quatrième partie, trouver des verrues d'arbre. Donc cette partie et les parties qui vont suivre, je me permets vraiment d'insister dessus, elles sont orientées pour n'importe lequel d'entre vous parmi le public, c'est-à-dire que du moment que vous êtes capable d'aller dans les bois vous promener, vous pourrez tout à fait trouver des verrues, vous pourrez tout à fait les ramasser, à moins que vous ayez étudié sur des verrues de plus d'une trentaine de kilos, etc., ou à 5 mètres de hauteur. Vous pourrez les écorcer, les préparer pour les conserver, et puis vous pourrez éventuellement les sculpter. Si vous ne savez pas sculpter, vous pourrez faire des formes très simples, faire des trous par exemple, voilà, ou faire ensuite lisser des choses, mais vous pouvez faire quelque chose. Et c'est un élément auquel je tenais dans ces exposés, parce que moi, c'est en fait la façon dont je suis rentré dans le monde des verrues. Si c'est devenu un peu une passion, c'est à cause de ça, parce que je ne sais pas vraiment sculpter, mais voilà, à force de trouver les verrues tout en allant aux champignons ou à d'autres choses, j'ai trouvé le même plaisir de la recherche, de la découverte. Et puis, en manipulant un peu les objets, j'ai appris un petit peu à faire des trous. Je sais faire des trous. Et j'ai pu en tirer des formes très très jolies et très très intéressantes. C'est très plaisant. Donc, c'est vraiment l'axe que je veux donner à mon exposé. Voilà. Donner de l'intérêt aux amateurs d'ébénisterie qui savent faire des choses, qui pourraient sculpter des manches, des têtes, des visages, etc. Mais aussi aux gens qui sont complètement novices et qui voudraient avoir un petit objet de décoration très sympathique avec une origine un peu curieuse. Alors, donc, pour commencer, où trouver des verrues d'arbres? Sur les arbres. Chose assez étonnante, il faudra donc aller dans les bois pour trouver des verrues, et ils ne s'amusent pas dans les villes, malheureusement. Pas dans les supermarchés, en tout cas. Mais bon, pour aller plus dans le détail, les verrues poussent principalement sur la partie basse du tronc. Voilà, elle a un nom botanique particulier, mais en gros, c'est de la base du tronc jusqu'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur, donc à hauteur d'homme. C'est sur cette partie que vous verrez le plus souvent des verrues. Parfois, vous avez plus haute ou parfois sur les racines, mais c'est plus rare. Les verrues, elles ont une forme, elles ont une silhouette assez particulière. Vous avez pu le voir sur les photos. C'est une silhouette qui, dès que la verrue est un petit peu grosse, elle ressort fortement du tronc. Ce qui fait qu'on peut l'apercevoir d'assez loin. Si vous tournez autour du tronc, en regardant seulement sa silhouette, et vous voyez une petite déformation, vous pouvez reconnaître une verrue. En plus, cette déformation, elle est un peu particulière, parce que la verrue est séparée du tronc. C'est-à-dire qu'un broussin, comme ça va être souvent une boursouflure, un pli du tronc, eh bien la forme géométrique sera différente d'une verrue qui est détachée du tronc. Donc ça, une fois qu'on a repéré ces premières verrues, on a très vite de l'expérience pour pouvoir distinguer une verrue d'un broussin et aussi d'un moignon de branche. Parce qu'un moignon de branche a une forme qui est un petit peu différente. Bon, si on tape sur un moignon de branche, ça sonne creux, ça sonne plein, on sent qu'on ne peut pas le détacher. Donc on a des repères visuels assez pratiques. L'intérêt aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de tourner autour de tous les arbres en les regardant, on se coller à l'arbre, regarder partout. Une fois qu'on a un peu d'expérience, on peut regarder les arbres un peu de loin et donc aller plus vite pour faire le tour de tout un bois et chercher des verrues. Les verrues, en plus, elles ne sont pas sur tous les arbres, malheureusement. Il faut que l'arbre soit assez âgé pour qu'une verrue pousse. Parmi les verrues que je vous ai présentées, une verrue de 10 cm de diamètre, c'est sur un arbre qui a, 70 ans par exemple. En tout cas, sur les hêtres, souvent les verrues, on va plutôt les trouver sur des arbres qui sont centenaires en fait. Donc ce sont des arbres qui sont relativement gros. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous avez près de chez vous des exploitations de bois, dans la sylviculture, les arbres qui sont centenaires, il en reste en général pas beaucoup. Donc si vous avez que des bois qui sont cinquantenaires ou autres, vous pouvez toujours faire un tour. Vous ne trouverez peut-être que de toutes petites verrues et de façon très éparse. C'est pour ça que j'indique de privilégier les arbres qui sont sur le long des sentiers, le long des bois, parce que souvent ces arbres ne sont pas taillés, parce qu'ils sont trop biscornus, ou parce que ils sont à la limite de propriété, etc. On va souvent trouver de gros arbres le long de certains sentiers, le long de certains bois, et là on peut trouver des verrues. Donc
C'est un petit mélange. Vous avez des bois assez vieux où on va trouver des verrues sur les arbres, et puis d'autres bois où on va vraiment rien trouver. Il faudra aller sur tel arbre en bordure qui attendait, et là, ouf, sur 3-4 arbres, on trouve plein de verrues. Voilà. En plus de ça, certaines essences sont plus aller facilement des verrues que d'autres. Alors, pour le moment, des essences que j'ai vues des verrues sur à peu près toutes les essences, mais voilà, sur certaines essences, je n'ai qu'une verrue, ou 2 verrues, alors que sur d'autres, j'en ai beaucoup plus. Sur le hêtre, j'ai des cartons de verrues, j'ai des cartons pleins de verrues de toutes les tailles. Sur le sapin, déjà, j'en ai beaucoup moins. Pareil, sur le sol des chevriers, qui poussent le long des rivières, en tout cas par chez moi, là, je trouve facilement des verrues. Mais je ne trouve quasiment que des petites verrues, alors que sur le fer, je trouve beaucoup de verrues beaucoup plus grosses. Donc au niveau de la forme des verrues, au niveau de leur couleur, le type de bois, et même la taille, et la répartition, on a des différences selon les arbres. Donc là, suivant votre région, suivant là où vous irez en vacances ou voir de la famille, vous trouverez des verrues totalement différentes et vous aurez plus ou moins de chances de trouver des verrues en un ou dans les deux. À nouveau dans les conseils, pour poursuivre, eh bien les verrues, justement, elles ne sont vraiment pas du tout corrélées aux arbres qui seraient malades, qui seraient blessés, qui seraient mal formés, etc. Voilà, les arbres qui seraient des arbres avec des troncs complètement biscornus, des arbres qui poussent à côté d'autres arbres, visuellement de loin on pourrait se dire ah celui-là il est bizarre, il sort du lot, peut-être qu'il a des verrues. Et en fait pas du tout. En général ces arbres-là n'ont pas plus de verrues, pas de verrues. Enfin, du coup, quand on voit ces arbres-là, on est tenté d'aller les voir et souvent on ne voit rien. Souvent on est déçu parce qu'on ne voit rien. Donc statistiquement parlant, il n'y a pas plus de chances de trouver des verrues sur ces arbres-là que sur les autres. Donc, c'est un faux ami. Et pour moi, cela indique aussi que les verrues n'ont pas vraiment une nature de stress biologique interne ou externe, parce que justement, voilà des arbres où on pourrait s'attendre à des formes biscornues, parce qu'ils ont eu des contraintes, des problèmes de croissance, eh bien, ils ne font pas des verrues, qui sont pourtant des formes biscornues. Alors, on a aussi quelque chose par rapport à ce que je vous ai présenté, ce sont les verrues qui ont une partie morte, les verrues où l'écorce a été abîmée. Eh bien, ces verrues-là, comme je vous l'ai dit, en général, vous avez encore une partie qui est vivante, qui peut pousser. C'est-à-dire que si vous voyez une verrue, et qu'elle n'est pas très grosse, vous pouvez choisir de la laisser, et de revenir quelques années plus tard, pour essayer d'avoir une verrue plus grosse. Si la verrue a une partie qui est morte, la verrue va finir par mourir. Ça, c'est inexorable, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 ans, la verrue sera complètement morte. Une verrue complètement morte, c'est en général moins sympathique, donc il vaut mieux les regarder encore vivantes, mais on peut jouer sur le contraste mort-vivant pour avoir justement une toute petite partie morte, une toute petite partie vivante, ou bien que justement la partie vivante entoure la partie morte, fasse de très jolis bourrelets. Donc ça, c'est un petit jeu sur le temps. Si vous voyez une verrue, vous pouvez la laisser, noter l'endroit dans un petit carnet, et puis revenir 1 an plus tard et voir ce que ça donne. Voilà. À même titre, comme j'en avais parlé, les verrues fusionnées, c'est beaucoup plus rare. Les verrues fusionnées, j'en ai trouvé vraiment... par exemple, en faisant 2 ou 3 bois de hêtre, je vais trouver 2 ou 3 arbres qui auront une petite zone de verrues fusionnées. C'est tout. Et donc, sur ces verrues fusionnées-là, souvent, on n'a que des petites billes. Pour avoir des verrues fusionnées qui sont, comme je vous l'ai montré, qui font quelques centimètres déjà, ça, c'est vraiment sur quelques arbres parmi ceux qui font des verrues fusionnées. Parce que justement, il ne faut pas que l'arbre fasse plein de petites verrues, il faut que ces verrues soient suffisamment proches pour que, en poussant assez rapidement, elles puissent commencer à fusionner. Alors, si les verrues sont un peu trop espacées, vous aurez des petites billes, plein de petites billes, mais vous n'aurez pas vraiment de verrues assez longues de quelques centimètres. C'est pour ça que ça reste assez rare. Et de même, les grosses verrues, c'est rare. Parce que pour qu'une verrue soit grosse, il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle ait été petite, et donc il lui faut du temps. Voilà. Une verrue d'une dizaine de centimètres de diamètre, ça a peut-être pris 6 ans, 7 ans, peut-être 10 ans à pousser. Je ne suis pas totalement sûr, parce que quand on coupe une verrue à l'intérieur, c'est pas facile d'estimer son âge, mais au nombre de cernes qu'on voit, la verrue elle a pas juste 1 an. C'est quelque chose qui pousse quand même sur le long terme. Et quelque chose qui pousse sur le long terme et qui a une chance de très facilement être blessé et de commencer à mourir, eh bien ça fait que les verrues qui vont être beaucoup plus grosses et qui seront encore intactes, elles sont d'autant plus rares. Parce qu'il faut que la verrue, non seulement elle est poussée, que l'arbre n'ait pas été récolté entre temps, parce que les arbres centenaires, ça intéresse quand même les propriétaires des bois et les bûcherons, et puis il faut qu'elle n'ait pas été blessée, qu'elle ne soit pas morte entre temps. Donc ce sont quand même beaucoup de conditions qui augmentent la rareté de ces verrues. Alors, maintenant que j'ai expliqué un petit peu pour moi les éléments principaux qui permettent de se repérer dans les bois, voilà quelques autres exemples de verrues sur les arbres. Donc en haut, 2 hêtres, 2 fayards, et puis en bas un autre arbre, je ne sais plus ce que c'était.
Donc ici on peut remarquer une verrue qui est, on a bien la forme très détachée de la verrue. Elle est même tellement détachée que l'écorce ici est fendue, quasiment sur tout le tour de la verrue. Donc celle-ci justement je l'avais récoltée, parce qu'en voyant l'écorce fendue, je me suis dit que la verrue risquait de mourir à cause de cette écorce qui était fendue. Donc plutôt que d'attendre un an et trouver une verrue qui était à moitié morte, j'ai préféré la récolter totalement vivante. Ici par contre on a une verrue qui a déjà commencé à mourir. Vous voyez cette forme là, ce genre de petits feuillets. Ça c'est en fait le signe que justement l'écorce a une blessure. Cette partie là, toute cette partie là est morte. Et là cette partie là autour, ce petit bourrelet, ça c'est l'écorce et la partie vivante qui est en dessous. Donc, ça c'est l'écorce au-dessus de la partie vivante. Bon, la verrue n'est pas très grosse, hein. Cette verrue là elle fait 2 cm en largeur, mais je sais que si j'attends 6 mois, elle ne deviendra pas vraiment plus grosse en fait. Donc je préfère récolter la verrue à cette taille-là plutôt que de récolter une verrue totalement morte. Parce que là, on a un contraste mort-vivant. Quand c'est totalement mort, il n'y a pas de contraste. Sur cet autre arbre, je voulais aussi prendre une verrue sur un autre arbre pour vraiment vous montrer le relief qu'on a de loin. Là, vous le voyez, selon la direction dans laquelle on regarde, on a vraiment une protubérance qui apparaît sur le tronc et visuellement de loin, ça se repère. Voilà. Tout comme pour celle-ci, c'est quelque chose qui se repère. La verrue, une fois que vous avez remarqué un peu cette forme, là vous le voyez. On le voit aussi visuellement, le fait que la verrue n'est pas vraiment très reliée à l'arbre. On le voit ici un petit peu, ce genre de renflement de l'écorce, ce petit changement de couleur, c'est vraiment ça qui indique qu'on n'a pas une fibre qui fait toute droite et qui se tord pour rentrer dans la verrue et ressortir. On a une fibre droite et puis une boule ici. On a 2 objets séparés. Voilà, donc ce sont ces éléments-là qui vraiment sont des indicateurs visuels très forts pour trouver et remarquer les lignes. Alors ici, c'est peut-être une autre verrue ou un petit bout de branche, à voir. Petite verrue. Ici, là, vous avez une autre petite verrue là, qui a poussé autour de ce qu'on appelle une ronce, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça a poussé là. Moi, je ne sais pas, mais ça a poussé là. Alors de même, au niveau des photos, je voulais vous montrer une verrue qui est morte. Qu'est-ce qui se passe quand une verrue meurt totalement? Eh bien, ça donne à peu près ça. Alors les verrues totalement mortes, c'est intéressant parce que du coup, on a un mélange de couleurs qui est assez impressionnant. On a aussi des formes qui sont totalement nouvelles, puisque comme vous pouvez le remarquer, ici vous avez le côté tronc de la verrue, ici vous avez l'extrémité. La verrue a commencé à mourir par là, du coup la partie vivante a commencé à faire un ourlet, puis elle est morte, du coup la partie vivante qui est restée a refait un ourlet, puis elle est morte, la partie vivante a refait un ourlet, puis elle est morte, et on a eu l'ourlet final avant d'avoir la mort totale de la verrue. Et donc au lieu d'avoir une forme totalement ronde, on a ces couches d'ourlets successives qui se forment, et qui sont particulières, qui ont leurs petits intérêts, leur type un peu particulier, leur catégorie, et qui donnent des formes assez intéressantes. Le problème des verrues qui sont mortes, c'est le problème avec le bois mort en général. Le bois mort se décompose. Voilà. Le bois qui est vivant, il est protégé par l'écorce de l'environnement extérieur, et donc il peut rester en bonne forme. Le bois qui est mort, il n'est plus protégé. Et il se fait attaquer par les éléments, il se fait attaquer par les insectes, par les moisissures, et donc il va se décomposer petit à petit. C'est ça le problème du bois mort, c'est que comme vous voyez par exemple ici, le bois est très fragile. Vous ne pouvez pas vraiment le sculpter, à moins d'enlever une grosse partie du bois. Là, sur tout cet ourlet, très joli, en fait une grande partie va s'effriter dès que je vais essayer de la poncer. Je ne peux même pas le poncer à proprement parler. Il y a trop de parties qui sont trop fragiles, qui s'effondreraient juste sous le poids en fait de mon papier de verre en essayant de poncer. On peut remarquer ici qu'il y a eu des insectes xylophages qui ont commencé à manger la verrue. Donc là, si ça se trouve, il y a encore des hôtes à l'intérieur. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des verrues avec une partie morte. En creusant, je sors les larves qui sont en train de manger le bois, un peu comme dans les noisettes. Et bon, c'est quelque chose qui arrive. Donc c'est pour ça que je trouve ces verrues un peu moins intéressantes que les verrues vivantes, parce que on peut en faire un peu moins de choses. Si vous voulez sortir un objet de cette forme-là, il va falloir couper des choses. Il va falloir couper un petit peu ça, il va falloir enlever toutes les parties mortes. Et ça va représenter un gros morceau de la verrue. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que il faut enlever des choses. Alors que sur une verrue qui est vivante, on n'a pas besoin d'enlever des choses, on peut avoir l'objet en soi qui est assez intéressant. Voilà. Bon, néanmoins, une verrue qui est totalement morte, une fois qu'elle est morte, elle est morte. Donc elle va juste se désagréger. Donc là, c'est très facile à récupérer, parce que c'est mort, donc ça ne tient plus vraiment, comme du bois mort. Et au moins, on a récupéré la chose, c'était facile, et si on ne l'avait pas récupérée, elle serait totalement décomposée, et puis ça en fait du compost. Donc ça reste intéressant à récupérer, mais c'est un peu plus dur à travailler. Il faut avoir des bonnes idées. Alors avec ça, je voulais vous montrer, donc c'est toujours dans cette partie-là,
un exemple de récolte de verrues. Voilà, donc ça c'était sur un bois de hêtre. Voilà, j'avais passé 2 ou 3 heures, j'avais récolté toutes ces verrues. J'ai après disposé sur un plateau. Alors si je présente ça, c'est pour vous montrer que quand on s'y connaît en verrues, quand on va voir des bois qui ont des arbres assez gros, c'est pas n'importe quel bois que j'étais allé voir non plus, et quand qu'est-ce que je veux dire, quand on a besoin qu'on a assez gros, quand on prend des espèces d'arbres qui font assez facilement des verrues, moins pas trop rarement, on peut faire des très belles récoltes en un après-midi, même en une partie d'après-midi. Cependant, il ne faut pas être trop gourmand, parce que pour conserver les verrues, il va falloir enlever l'écorce. Et le problème, c'est que chaque verrue, il faut enlever l'écorce, et que ça prend un certain temps. Plus vous avez de verrues, plus il vous faudra du temps pour enlever l'écorce. Donc par exemple, cette récolte-là, c'est, on va dire, 2h30 dans un bois, à marcher, à récolter les verrues. Au niveau de l'écorçage, j'en ai pour, 7-8 heures, voire plus. Pour moi, c'est un après-midi et une soirée. Voire un peu le lendemain matin. Parce que vous allez avoir des parties mortes, c'est un peu plus compliqué, vous allez avoir des recoins, vous allez avoir des petits trous, vous allez avoir des jeux toutes petites, il faut faire attention. Il y a plein de petites choses. Ici, vous avez une verrue avec une branche, il faut faire attention à la branche. Il y a plein de petites choses qui vont ralentir l'écorçage des verrues. Donc si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps juste après pour travailler vos verrues, il vaut mieux ne pas être trop gourmand. Juste noter dans un petit carnet ou prendre des photos, dire bah là j'ai une verrue, comme ça je peux revenir, faire une autre balade, revenir récupérer cette verrue là, et puis là je l'attrape. Donc ça vraiment c'est important parce que les verrues, mine de rien, comme c'est une masse de bois qui, là c'est des verrues qui sont pas non plus très très grosses, hein. Celle-là, elle c'est un joli truc, mais ça c'est un peu moins gros, ça sèche assez vite. En quelques jours, l'écorce sera déjà bien séchée et l'écorçage sera beaucoup plus dur. Il faut vraiment le faire quand c'est très très frais. Donc il faut vraiment se manier un peu. Je vous mettrai un parallèle un peu avec les champignons, c'est un peu pareil. Quand vous ramassez des bolets par exemple, eh bien si vous ne les nettoyez pas tout de suite, si vous n'enlevez pas la terre du pied, un peu du chapeau, les petites brindilles, etc., au bout d'un jour et demi, la terre aura séché, le pied aura un petit peu séché, elle aura collé, et là il faudra du coup réhydrater le pied ou alors couper beaucoup plus. Ça va demander un travail qui est beaucoup plus long pour un résultat qui est beaucoup moins joli. Alors que si, quand vous ramassez le bolet, hop, avec de légers coups de couteau, vous grattez la surface du pied pour enlever le gros de la terre, et qu'ensuite vous les trempez un petit peu dans l'eau pour finir d'enlever ce qui reste, le travail est beaucoup plus facile, vous avez un résultat qui est beaucoup plus joli. Donc pareil, tout comme aux champignons, s'il y a trop de champignons à récupérer, on ne peut pas les travailler, pareil pour les verrues. Donc ça m'amène à la 5e partie de cet exposé, la récolte des verrues d'arbres. Puisqu'une fois que vous savez trouver des verrues dans les bois, il s'agit de les récupérer. Alors vous pouvez les regarder pousser, vous pouvez très bien les regarder pousser, revenir 1 an, 2 ans plus tard. Je pense que c'est assez sympathique, si vous avez des enfants ou si vous avez un bois que vous aimez, vous avez un objet que vous regardez et vous vous dites, qu'est-ce qui sera dans 10 ans? C'est aussi ça l'intérêt du bois ou des animaux qui poussent, qui grandissent très lentement, de voir l'évolution sur le temps. Vous pouvez très bien laisser des verrues. Si vous avez une verrue qui est inaccessible, de toute façon elle va pousser. Là, vous pouvez très bien en laisser volontairement, en pousser plus longtemps. Mais bon, si vous voulez récolter des verrues, je vais vous présenter mon outillage. Un outillage que j'utilise et qui pour moi est, après un peu d'essai-erreur, qui pour moi reste essentiel pour bien récolter des verrues, mais reste très simple. C'est un outillage que je pense considérer comme rudimentaire, mais qui est très 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 efficace et pas besoin. Le premier élément dont vous aurez besoin, c'est un pilon en bois, d'un rouleau à pâtisserie, vous enlevez les extrémités, ou d'une branche un peu dure, un peu épaisse. Voilà. Quelque chose en bois, un peu massif, un peu dur, pas forcément très long, pour décoller les verrues. Comme vous l'avez vu, une verrue ça tient très peu à l'arbre, donc les verrues, tant qu'elles sont pas trop grosses, ou en dessous des 10 cm de diamètre et en dessous, avec en général un pilon en bois, vous tapez dessus, ça sort. L'intérêt du pilon en bois par rapport à un marteau ou par rapport à une pierre, c'est que le bois marque beaucoup moins facilement le bois, voire pas du tout. Si vous utilisez un marteau ou une pierre, en fait, en tapant dessus, vous allez mettre une marque sur l'écorce et vous allez aussi mettre une marque sur la surface de la verrue. Et la marque, après, vous ne la rattrapez pas. Alors, ce genre de marque, ça fait vraiment pas joli. Alors que si vous allez avec un pilon en bois, vous n'avez aucune marque qui apparaît. Et bon, ça, c'est un petit confort. Ça rend beaucoup plus joli pour le résultat final. C'est vraiment du petit confort pour avoir une jolie jeu. Un petit peu comme avec un bolet. Si vous cassez le pied à la main, plutôt que de le couper avec un couteau, le résultat est beaucoup moins joli. Alors, justement, je vais vous montrer 2 exemples de ramassage de verrues. Alors,
je vais revenir sur les vidéos. Donc voilà, une récolte au marteau. Ce sont ici 2 verrues de sapin. Vous voyez, je tape un petit peu au marteau, et la verrue tombe, c'est fini. Voilà. Donc c'est allé très vite, il fallait suivre très vite, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que vous voyez, pour des verrues qui ne sont pas très très grosses, eh bien, il suffit de peu de temps en fait, pour les faire tomber de leur position libre. Chaque vidéo dure 3 secondes. Donc ça allait très vite. Et voilà, la verrue est très vite récupérée. C'est pour ça aussi que j'indique vraiment qu'il ne faut pas être trop gourmand dans le ramassage des verrues, parce que dès qu'on voit des arbres qui ont beaucoup de verrues, on peut très très vite commencer à remplir son sac. Se dire, ah bah ça va vite, c'est très facile. C'est très facile souvent de les récupérer. Donc surtout les petites verrues. Les petites verrues, ça prend quand même pas mal de temps. Donc c'est pour ça que je préfère indiquer de rester assez calme, assez concentré dans la récolte des verrues, pour ne pas en prendre trop. Le deuxième outil, donc là, on monte en gamme. Si vous avez des verrues plus grosses, dont 20 cm de diamètre, ou des verrues qui font déjà quelques kilos, ou des verrues qui ont beaucoup fusionné avec le tronc, là il va falloir trancher. Pour ça, c'est un ciseau à bois de taille assez grande. Vous voyez ici, c'est du 25. Voilà, donc c'est un ciseau à bois qui est quand même mine de rien assez gros, et un marteau pour utiliser le ciseau à bois. Et c'est tout. C'est quelque chose, c'est très portable, c'est portatif, c'est léger, simple, mais ça marche excellemment bien. Pourquoi ? Parce que pour séparer une verrue du tronc, si la verrue a fusionné avec le tronc, il va falloir couper la liaison entre les deux. Et le ciseau à bois, c'est l'outil parfait pour couper du bois, pour couper une liaison entre deux éléments. Donc ça demande un petit peu de patience, un petit peu de minutie, parce que le ciseau à bois n'enlève qu'un volume de bois donné à chaque fois que vous donnez un coup dessus. Donc il va falloir faire le tour de la verrue, faire des petits coups pour dégager la liaison entre la verrue et l'arbre, et puis attaquer cette liaison jusqu'à ce qu'elle devienne assez fragile pour que vous puissiez ensuite détacher la verrue avec votre pilon en bois. Et ça vraiment, c'est quelque chose que j'adore, parce que on a des verrues, vraiment des verrues qui font 3 ou 4 kg, on peut les sortir avec simplement ces outils-là. Il suffit juste de une vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure de travail, pour passer dessus, à attendre, ça demande peu d'effort, et ça donne un très beau résultat. La seule chose, c'est qu'il faut faire un petit peu attention, il ne faut pas aller trop vite à nouveau, parce que le ciseau à bois, ça coupe très bien. Donc si jamais vous bougez trop vite votre ciseau à bois, vous donnez un coup un peu imprécis, si vous mettez un coup sur la verrue, vous allez lui mettre une sacrée balafre. Donc il faut y faire attention à bien positionner le ciseau à bois pour bien couper la liaison entre l'arbre et la verrue, couper un petit peu dans l'arbre, pour prendre un peu plus, et pas couper dans la verrue, parce que sinon vous blessez la verrue. Mais ça reste quelque chose de très très simple d'utilisation. Dès qu'on a un petit peu utilisé le ciseau à bois, on a vite fait de comprendre un petit peu comment ça marche et de pouvoir repérer sur la verrue les points qui sont reliés à l'arbre en fait. On peut assez vite, en poussant sur la verrue, sentir les endroits où il y a une résistance, mais une résistance qui est un peu moindre, pour se dire là, ça tient beaucoup plus à l'arbre que là-bas, donc je vais commencer ici, et après je teste. Donc ça déjà, ça peut permettre de récupérer des verrues qui sont très très sympathiques, qui font de très beaux plateaux, de très beaux bols, de très belles tasses. Et puis, pour les verrues encore plus grosses, si jamais vous en voyez des verrues qui font 10 kg ou plus que ça, là il faut passer à la gamme de dessus, les coins en métal et la masse. Alors les coins, parce qu'il en faut toujours 2. Voilà, si vous avez déjà fendu du bois, il faut toujours 2 coins, parce que si on coince le premier, il en faut un deuxième pour sortir le premier. Voilà. Et puis, avoir plus de coins, c'est toujours pratique. Alors le principe du coin, c'est le principe de l'effet de levier. C'est-à-dire que, en utilisant le ciseau à bois, vous faites une fente entre la verrue et l'arbre, vous y insérez votre coin, et vous l'enfoncez avec la masse. Et le coin va faire levier entre l'arbre et la verrue, et donc ça va vous exercer une force qui va essayer de décoller la verrue de l'arbre. Et plus vous enfoncez le coin, plus vous rajoutez de coins, plus vous exercez de force pour décoller la verrue de l'arbre, et une fois que cet effort est suffisamment important, ou une fois que vous avez suffisamment tranché la fibre entre la verrue et l'arbre, et bien la verrue se décolle. Voilà. Donc là aussi c'est quelque chose de très rudimentaire, mais c'est pareil, pour fendre du bois, c'est ce qu'on va utiliser. On a aussi le merlin, mais le faire avec des coins en métal et une masse, ça marche très bien. C'est quelque chose de très pratique, ça rentre très facilement dans le bois. Bon, la masse est un peu plus lourde à se trimballer et c'est beaucoup plus visuel, mais si vous avez une grosse verrue, pareil, mais une verrue, la plus grosse verrue que j'ai ramassée pèse 35 kg quand elle était fraîche, pleine. Il nous a fallu 4 coins, une masse, un marteau, un ciseau à bois, c'est tout. On a pris 3 heures, mais voilà, c'est sorti en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avec peu d'outils, on peut sortir des pièces qui sont quand même assez importantes. Une verrue de 35 kg en volume,
c'est un peu plus grand qu'un landau de bébé. Voilà, dedans, on y met un bébé sans problème. Donc c'est gros, hein, c'est très gros. Et du coup, sculpter, ça peut faire de très très belles choses. Donc voilà, bon, cet élément-là, prenez-en si vraiment vous avez de très grosses verrues. Le coin aussi, c'est quand même utile parce que ça simplifie le travail du marteau. C'est-à-dire que si vous avez une verrue de plusieurs kilos, effectivement, vous pouvez la sortir seulement au ciseau à bois. Mais si vous rajoutez un coin, vous facilitez la tâche parce que le coin, en exerçant son effort, son effet de levier pour pousser la verrue à l'opposé du tronc, il va diminuer, il va vous aider à séparer la verrue du tronc. Et ça, c'est donc avoir un coin sur soi, une petite masse, une massette pour le rentrer. Pour des verrues qui font dans les 20 cm de diamètre, taille grand bol ou taille assiette, ça c'est utile. Ça peut être utile d'avoir ça sur soi, même si c'est plus lourd. Donc voilà pour l'outillage que je vous recommanderais pour pouvoir ramasser des verrues. Donc suivant après le type de verrue, la taille de verrue que vous rencontrez, mais du moins avoir un marteau, un petit pilon en bois et un ciseau à bois, c'est largement suffisant pour récolter toutes les verrues. La récolte que je vous ai présentée auparavant, il y avait juste ça. Même dans la récolte que je vous ai... il y avait que ça. Il y avait besoin du ciseau à bois de temps en temps. Par exemple, pour une verrue fusionnée, plutôt que de mettre un coup de marteau et risquer de casser la verrue, parce que souvent il y a des petites fusions qui sont faites, c'est plus simple de prendre le ciseau à bois et de contourner la verrue pour sortir un peu plus d'écorce et après détacher la verrue de l'écorce. Donc, mais vraiment, cette récolte-là, c'était fait qu'avec cet outil-là. Un outil très simple, sans besoin de technique particulière. Une fois que vous avez vos outils, vous avez trouvé vos verrues, que vous les avez ramassées, eh bien vient la question de la conservation. Voilà, les verrues, c'est très bien, mais il va falloir il faut les conserver. Un petit peu comme les champignons. Les champignons, quand vous les ramassez, il faut les trier, il faut s'en occuper un petit peu, parce que sinon, ça tient pas bien le temps. Les verrues, c'est un petit peu pareil. Tout comme le bois, ceux parmi les auditeurs qui ont touché un peu à l'ébénisterie ou qui ont vu des gens travailler le bois, il faut s'en occuper quand c'est frais pour éviter des soucis au séchage, pour éviter des champignons, des moisissures, des fentes, etc. Pour les verrues, c'est la même chose. Il va falloir un petit peu s'en occuper. Fort heureusement, cela demande des choses qui sont assez élémentaires. Alors, l'élément principal, c'est retirer l'écorce de la verrue. Parce que l'intérêt d'une verrue par rapport en fait à du broussin, c'est que la verrue, vous avez une surface sur le bois qui est magnifique. Et cette surface, on peut la récupérer assez facilement parce que comme la verrue n'a pas de picots, de bourgeons, de choses de ce genre, eh bien la surface est assez lisse. Sur du broussin, souvent la surface n'est pas très très lisse. Alors il y a du broussin sur lequel elle est lisse, sur lequel c'est pas le cas. Et quand c'est pas le cas, c'est très dur d'enlever l'écorce parce qu'elle va un peu dans tous les sens. Alors que là, quand la surface est lisse, l'écorce s'enlève assez bien. Et si on ne l'enlève pas, l'écorce va sécher et va coller à la surface, et va flipper et ce sera pas très joli. De même, en enlevant l'écorce, en libérant à l'air libre le bois de la verrue, vous allez pouvoir aussi avoir des couleurs qui sont un peu différentes. La sève qui sera présente, l'humidité présente sur le bois, va se colorer, probablement une réaction d'oxydation avec l'air extérieur ou avec une réaction à la lumière du soleil. Du coup, vous allez avoir des couleurs qui seront très intéressantes. De même, vous aurez aussi une petite patine qui va se faire, vous pourrez un petit peu lustrer le bois de votre verrue, alors que si vous la laissez sécher avec l'écorce, ça ne fera pas du tout. En plus de ça, voilà. Donc, alors la petite astuce que je vous dis, c'est d'écorcer les verrues en extérieur, parce que ça produit beaucoup de morceaux. Donc justement, passons sur un exemple pratique, pour vous montrer, un écorçage primaire des verrues. Donc là à nouveau, vous me voyez avec un pilon en bois, frapper ma verrue d'arbre, donc une des verrues ramassées dans la deuxième vidéo. Tout simplement, je viens frapper ma verrue, là où il y a l'écorce. Et en fait, en frappant avec mon pilon en bois, eh bien, je réduis un petit peu l'écorce en miettes. Et une fois que l'écorce est assez émiettée, elle s'enlève un peu tout seul. Donc là, en une cinquantaine de secondes, je vais écorcer grossièrement toute cette verrue. Ça présente quand même une bonne surface. Et même, vous le voyez, ici, là, je découvre une partie qui est morte, sur laquelle l'écorçage va être un peu plus compliqué. Mais au moins, toute la partie qui est vivante, elle sera grossièrement bien écorcée. Je n'aurai plus qu'à m'occuper des petites parties. Donc ça, c'est un bon intérêt. On a vu la petite partie. Et voilà. Là, on a une partie morte. Et l'écorçage du premier. Alors, on arrive sur l'écorçage d'une deuxième verrue.
Donc cette verrue, elle aussi, elle provient des premières vidéos. Et ce qu'on remarque ici, vous avez un trou dans l'écorce, vous avez une partie morte. On voit même ici une fissure là, une fissure là. En fait, toute cette zone-là, c'est du bois qui est mort. Quand le bois est mort, l'écorce est beaucoup plus rigide. Des fois, souvent, elle va beaucoup plus tenir en fait au bois de la verrue. Et puis, elle est moins friable. Ce qui fait que là, je dois taper beaucoup plus fort pour pouvoir décoller cette écorce. Il faut fournir beaucoup plus d'efforts, c'est beaucoup plus difficile. Alors que sur la petite partie vivante, là, les choses sont visuel. J'ai un petit peu raccourci la vidéo, mais je voulais présenter une troisième vidéo. Aussi, c'est le résultat d'un écorçage sommaire. Donc, vous aviez ici une verrue qui était pratiquement totalement morte. On voit la mort qui rattrape la vie, qui est rattrapée sur le dernier bout de la vie. La partie vivante, j'ai pu très bien l'écorcer. Mais regardez la partie morte, il me reste des morceaux d'écorce. Il me reste des morceaux, notamment sur les recoins, parce que là, les recoins, c'est encore plus difficile à enlever, et à la transition entre le mort et le vivant. Le bois, la transition entre le mort et le vivant, il s'enlève assez difficilement. J'ai quelques morceaux que j'ai pu enlever, mais pas tout. Et pour enlever le reste, je vais devoir de changer d'outil, de changer de matériel. Et donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cet exposé. Donc revenons à l'exposé. Voilà en tout cas, pour le premier écorçage, vraiment, vous allez dehors. C'est mieux parce que vraiment, vous avez vu, ça fait beaucoup d'éclat. Vous frappez avec votre pilon et vous écorcez vos verrues. Quand la verrue est grosse, en fait, c'est plus simple que quand elle est petite, parce qu'il y a plus de surface pour laquelle taper. Une verrue de la taille d'un doigt, c'est pas très facile d'utiliser un pilon dessus parce qu'on se met à la main et tout, mais c'est possible. Alors vous voyez aussi dans la tenue que j'ai, je tiens la verrue à la main, c'est pour une bonne raison, parce que si je mettais la verrue au sol, déjà s'il y a des cailloux, ça va rayer la verrue. Si elle est sur du bois, ça va aussi la marquer. Et puis si elle est par terre, le côté par terre va vite se couvrir de terre. Et après, il faudra nettoyer la verrue. Et ce qui peut se passer, c'est que la terre va aussi rentrer un peu dans la fibre. Et du coup, on ne puisse pas forcément totalement nettoyer cette terre. Ça donne un aspect un peu terne, un peu marron, qui n'est pas très très sympa visuellement. Donc il vaut mieux tenir la verrue à la main et tout travailler dans la main. Parce que vraiment, ce qu'il faut un peu se dire, c'est que le bois de la verrue, c'est un bois qui est frais, c'est un bois qui se marque très facilement. Une surface plus dure que la verrue, donc de la pierre, ou un métal, si vous voulez la mettre dans un étau, va très vite la marquer. Et une fois que c'est marqué, la marque n'est pas rattrapable sur la surface. Si vous ne voulez pas garder la surface, c'est pas grave, mais si vous voulez la garder, là il faudra y faire attention. Enfin, un peu comme pour un œuf, quoi. Si vous voulez caler un œuf, il faut y aller doucement. Si vous allez un peu vite, vous allez faire des trous dessus, votre œuf ne sera pas parfait. C'est pas très dur à nouveau, mais c'est juste que ça demande du temps et un peu de minutie. Mais vous voyez que taper avec un pilon, c'est pas très dur. Donc là, une fois qu'on a tapé avec un pilon, qu'on a enlevé le gros de l'écorce, il va falloir s'attaquer aux morceaux qui restent. Alors pour cela, voilà les ustensiles que j'utilise et que je recommanderais grossièrement. Il y a 3 types d'ustensiles qui ont vraiment chacun leur fonction différente. Le premier, c'est le petit ciseau à bois. C'est un petit ciseau à bois. À l'origine, c'est un tournevis qui était taillé un peu en pointe. Voilà. Le deuxième, c'est une pointe en métal, une petite pointe. Et le troisième, c'est un bout de plastique un peu rigide, mais pas trop. Celui qui travaille le plus, c'est celui-là. C'est le petit ciseau à bois, parce que son rôle, ça va être de gratter l'écorce qui reste. Voilà. Tous les petits morceaux d'écorce qui étaient trop attachés pour pouvoir les séparer en tapant dessus au pilon, ou bien les verrues qui étaient trop petites pour pouvoir taper au pilon dessus et vraiment briser l'écorce, eh bien il va falloir utiliser ce petit ciseau à bois pour faire levier, passer entre la surface de la verrue et l'écorce et gratter petit à petit. Plus l'écorce a séché, plus il faudra faire des petits mouvements, des petits gestes pour gratter petit à petit, plus ça prend du temps. Mais si vous prenez du temps de le faire, vous aurez un résultat qui sera très joli. Ensuite, la pointe en métal, son but, elle, c'est d'aller dans les recoins. Parce que vous aurez des fois des petits recoins, des petits plis, ou même des tout petits trous, dans lesquels, ou par exemple, quand vous avez des ourlets, vous aurez des petites zones au bout de l'ourlet, dans lesquelles le ciseau à bois ne pourra pas passer, et là, la pointe sera utile pour fignoler un petit peu, pour aller dans le détail, retirer les derniers éléments d'écorce qui restent. Et puis, vous avez le bout de plastique, qui lui va servir à la finition. Parce que, dans l'écorçage des verrues que j'ai montré au préalable, ce qui va se passer, c'est que vous retirez surtout l'écorce. Quand vous écrasez avec le pilon l'écorce pour la faire partir, le cambium, qui est une partie beaucoup plus molle, va souvent rester collé au bois de la verrue. Et ce cambium, si vous le laissez, quand il va sécher, il va friper, il va donner une texture qui n'est pas très jolie. Donc il faut l'enlever quand il est frais.
Et le cambium, par contre, comme il est très mou, on peut le gratter même à la main avec les ongles, on peut le gratter, mais c'est pas très très efficace. Donc ce qu'il faut pour gratter quelque chose sur une surface, tout comme pour laver des vitres ou gratter du givre sur son pare-brise, il faut une petite surface assez plate, un peu souple, mais un peu rigide. Un bout de plastique, ça suffit parfaitement. Voilà. Un bout de plastique comme ça, découpé dans une boîte en plastique, c'est parfait pour ça. Ça permet de gratter très bien. En fait, le plastique étant plus mou que le bois, si on force, on ne marque pas le bois. Donc on peut vraiment forcer pour gratter le cambium, tout le cambium qui reste partout, sans craindre de tasser la verrue, de la rayer ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, il y a une petite astuce qui est assez sympathique, que j'indique ici, c'est d'utiliser un tissu humide. Une fois que vous avez bien débarrassé votre verrue de tous les morceaux d'écorce, tous les morceaux de cambium qui restent, eh bien vous pouvez passer un chiffon humide et appuyer sur la verrue, voilà, passer doucement ou frotter un peu plus. Donc ça va lustrer la verrue. Ça va, si vous voulez, le principe c'est multiple. D'une part, vous allez un tout petit peu tasser la fibre en surface, ça va lui donner un petit côté brillant, qui est assez sympathique. D'autre part, ça va réhumidifier un petit peu la verrue, et le liquide qui était en surface et qui est contenu un petit peu dans le bois, il va ressortir, et il va à nouveau s'oxyder ou réagir en présence de la lumière, ce qui va vous donner des couleurs qui vont être plus vives ou assez différentes. Avec ce genre de méthode-là, je vous présenterai quelques résultats. J'ai pu obtenir sur des verrues du même essence d'arbre, des coloris un petit peu différents, des aspects vraiment très lisses, un peu brillants, qui sont, pour ma foi, fort agréables. Alors, vu que je vous parle justement d'écorçage, pourquoi est-ce que j'insiste à ce point sur l'écorçage ? Eh bien, pour cela. Voici une verrue, en forme de champignon, on remarque très bien, qui n'a pas été écorcée. Quand elle a été ramassée, elle n'a pas été écorcée. Elle a eu 10 ans de séchage, 2 ans, on a fait la même chose, et je m'y suis attaqué après. Donc sur cette verrue, j'ai frappé au pilon, j'ai frappé très longtemps. Je n'ai pu enlever que des bouts d'écorce, parce que l'écorce avait tellement séché qu'elle n'était plus facilement détachable, qu'elle n'était plus très friable. En plus de cela, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les parties où l'écorce est tombée, il reste le cambium qui est attaché, ce sera difficile à décoller. Et sur les parties où on voit la verrue, eh bien on peut voir que le bois est très mat, qu'il n'est pas très coloré, que la surface n'est pas très lisse en fait. Et ça, c'est justement parce que le bois il était sous l'écorce. C'est-à-dire que il n'a pas pu être exposé ni à l'air, ni à la lumière du soleil. Donc les couleurs n'ont pas été là, ça n'a pas été lissé, il n'y a rien du tout. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas très joli. Il faudra beaucoup de travail pour sortir l'écorce de verrue. Et en plus de cela, tant que le travail n'est pas fait, eh bien la verrue n'est pas très belle. C'est-à-dire que si cette verrue avait été écorcée quand elle avait été ramassée, l'histoire de peut-être 10 minutes parce qu'il faut écorcer aussi la partie morte qui prend un peu du temps, 10 ans plus tard, cette verrue aurait été magnifique. Là, c'est pas très joli en fait, ça donne pas envie parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail pour enlever ça, que j'ai beaucoup de chance de riper un petit peu en essayant d'enlever le cambium, de gratter la surface de la verrue et donc de faire des pocs, des endroits de casser, de gratter un peu la fibre. Pareil pour la partie morte, ce sera pas très joli, il faudra que je polisse tout. Donc j'ai beaucoup de travail qui m'attend, juste pour pouvoir la conserver proprement. Donc, c'est pour ça aussi que j'insiste dessus. C'est pour ça aussi que je vous disais de ne pas être trop gourmand, parce que ce travail-là, il est vraiment très important. Quand vous ramassez des verrues, si vous voulez de jolies verrues à la fin, prenez-en un petit nombre, prenez-en soin quand vous les écorcez, quand vous vraiment retirez toute l'écorce, le cambium, etc., pour avoir quelque chose de joli à la fin. En ramasser beaucoup, et ne pas avoir le temps de les écorcer, c'est juste ramasser plein de verrues qui seront pas belles une fois séchées. Et ça, c'est pas très plaisant. Après, vous pouvez les mettre dans le feu, mais bon, c'est quand même pas une très bonne idée. Donc voilà, comme j'en avais parlé, l'écorce au-dessus des parties molles est très facile à enlever en général avec un peu de pilon, du moment que vous avez un peu de surface. Par contre, l'écorce au-dessus des parties mortes est plus dur à enlever et peut des fois demander beaucoup de coups ou des fois même carrément ne pas s'enlever du tout. Et une des parties qui est assez difficile, c'est la transition entre le mort et le vivant. Donc on le voit justement sur cette photographie, on a beaucoup de petites marques par ici, entre la partie morte et la partie vivante. On a aussi des marques ici. Ces marques, ce sont les traces que j'ai faites avec ce petit ciseau à bois en essayant d'enlever l'écorce. Parce que l'écorce tenait tellement qu'en essayant de faire des petits mouvements, je suis allé un tout petit peu trop loin et j'ai touché le bois de la verrue. Après, c'est pas très très grave parce que la partie morte elle est en général pas très jolie, donc après on peut la travailler, c'est pas grave de ne pas préserver la surface. Pareil ici, les marques là ne sont pas très importantes,
Après, en retravaillant la verrue, je pourrais gommer toutes ces marques, c'est pas très grave. Alors que si j'avais fait des marques ici, là, j'aurais pas pu les gommer. Là, ça aurait été plus gênant. Donc, je voulais montrer cette verrue-là pour montrer justement que ça, c'est très facile à gratter, ça prend plus de temps, et ça, c'est la minutie pour finir le détail, pour faire quelque chose de propre. Donc, on peut facilement passer du temps sur une verrue qui n'est pas très grosse. Cette verrue-là, c'est bon. C'est quoi? C'est gros, plus gros qu'une gomme, mais ça peut prendre un peu de temps de faire les choses proprement, pour qu'après la verrue puisse sécher. Enfin, j'en avais parlé, si la verrue, elle a un trou. Donc, quand vous avez une verrue qui a un trou, vous avez la partie extérieure du bois qui est vivante et la partie intérieure qui est morte. Là aussi, il va falloir gratter toute la partie intérieure. Pourquoi? Parce que la partie intérieure, qui est du bois mort, en fait, va beaucoup mieux contenir l'eau, elle va beaucoup mieux retenir l'eau, donc elle va sécher beaucoup moins vite. Ce qui va se passer du coup, c'est que la partie extérieure qui est vivante, quand elle va sécher, le bois va se resserrer, et donc il va essayer de se resserrer autour d'une masse qui, elle, ne va pas vraiment bouger au niveau du volume, parce qu'elle sèche beaucoup moins vite. Et donc, comme un ballon de baudruche que vous essayez de trop gonfler, et ça finit par éclater, et là, le bois va finir par fendre, parce que il peut pas occuper toute la surface. En rétractant, il veut occuper moins de surface que ce que demande la surface autour de la partie qui sèche moins bien. Et ça, vraiment, ça peut arriver très très vite. Sur une verrue comme celle-ci, qui a la taille d'une grande tasse ou d'une chope, là, en 3-4 jours, si on ne s'en occupe pas, on aurait des fissures à peu près ici et ici. Ici, vous voyez que j'ai commencé le travail, j'ai commencé à creuser, il y en a encore beaucoup à faire, mais ça, c'est vraiment un travail où, à nouveau, il faut s'en occuper directement. Dès qu'on a la verrue, il faut s'en occuper. Parce que sinon, elle va fissurer, c'est obligatoire, elle va fendre, c'est pas joli. Donc là aussi, ça, c'est un travail qui va demander du temps, parce que il y a beaucoup plus de bois à sortir, en fait, il y a tout l'intérieur à éviter, ça demande du temps, mais c'est pas très difficile. Ça va à nouveau, même si vous êtes totalement novice, c'est un travail qui est relativement facile à faire, parce que le bois qui est mort, il est beaucoup plus tendre que le bois qui est vivant. Vous pouvez le planter beaucoup plus facilement un ciseau à bois ou une bouche dedans, ça gratte plus facilement. Et en plus de cela, vous n'avez pas de risque de dépasser. C'est-à-dire que, comme le bois extérieur est vivant, le bois intérieur est mort, vous avez forcément à l'intérieur une transition entre les deux. Donc si vous ne creusez que dans le bois mort, vous ne pourrez pas jamais faire un trou dans votre verrue, parce que dès que vous arrivez au bois, vous arrivez forcément au bois vivant, et là vous saurez que vous pouvez vous arrêter. Vous avez une épaisseur de bois vivant partout dans la verrue, alors sur celle-là, c'est je pense 1,5 cm à peu près, peut-être un peu moins, mais c'est largement, pour le bois c'est largement suffisant pour tenir. Donc sur cette verrue-là, quand vous allez la creuser, en fait vous pouvez y aller assez rapidement en utilisant des ciseaux à bois assez gros, des boules assez grosses, en mettant des coups de marteau pour sortir de gros morceaux de bois, pour aller assez vite, pour sortir le volume, et sans avoir une crainte de faire un trou. Parce que si on creusait une masse de bois comme ça, sans indication, moi j'aurais fait un trou. Maintenant peut-être moins, mais au début j'aurais fait un trou, je me serais mal vu. Mais voilà, ce genre de choses, ça se creuse très bien, ça se fait très bien, et il faut le faire pour avoir un joli rendu. Donc justement, pour illustrer cela, voilà ce qui se passe si on ne le fait pas. Donc vous avez ici une verrue, un petit peu en forme de corne, où il y avait une partie morte, l'intérieur était mort. On a justement un ourlet de bois qui était vivant, qui était mort. Et je ne l'ai pas creusé. Le bois intérieur était vraiment tout mou, tout spongieux. Je ne l'ai pas creusé. Et elle a fendu de partout. Il y a une fissure ici. Enfin, voilà. En l'espace de une semaine et demie, la verrue avait eu toutes ces fentes-là. Vraiment, elle avait énormément fendu, juste parce que je ne l'avais pas écorcé à l'intérieur. Et le problème, c'est comme vous voyez, au niveau du résultat, ces fissures, alors en ébénisterie, on peut les reboucher, ces fissures. On peut utiliser, il y a plusieurs techniques pour reboucher des fissures, mais c'est des techniques. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne pourrais pas faire. Je me dis que s'il faut que je fasse, il me faut du matériel et du temps que j'ai pas forcément envie de passer, et il faut apprendre à le faire. Les premières fois que je vais le faire, ce sera pas beau. Donc ma verrue, finalement, est-ce que je laisse ou je laisse pas les fissures, je les laisse, parce que sinon, je vais faire quelque chose de pas très beau et je vais peut-être plus s'abîmer ou avoir un mauvais rendu. Donc voilà, sur cette verrue que j'ai creusée a posteriori, j'ai vraiment fait le trou a posteriori, et j'ai quelque chose qui est moins joli et je ne sais pas vraiment quoi en faire. Ça m'attriste un petit peu,
c'est une verrue finalement qui aurait pu être plus belle si je m'en étais mieux occupé. Et donc, voilà ce qui peut se passer quand justement on ramasse des verrues et qu'on je l'avais écorcé, je l'ai pas creusé. Donc voilà ce qui peut se passer quand on ne prépare pas bien ces verrues pour la conservation. Très vite, on va avoir des fissures, et après, ces fissures, on ne les rattrape pas. Et c'est un peu dommage. Voilà. De même, pour les fissures, alors on a quelques cas particuliers, on a encore 2 cas particuliers à aborder. Là, c'est le cas des pointes. Donc, comme vous l'avez vu sur beaucoup de verrues, on a souvent des pointes entre la verrue et le tronc. Le problème, c'est que ces pointes, elles sont dans un bois qui est beaucoup plus tendre. Vous voyez ici à l'image, le bois est d'une couleur différente, et comme le bois il est plus tendre, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sèche plus vite. Et du coup, comme il sèche plus vite, un bois qui sèche plus vite, qui sèche vite entouré d'un bois qui sèche moins vite, ça vous fait des fissures. Donc voilà. Quand vous avez beaucoup de picots, des picots un peu gros, vous allez avoir des fissures à cet endroit-là, quand la verrue va sécher. Donc là, ces fissures, elles ont mis plus de temps à apparaître parce que je l'avais creusé, mais vous aurez des fissures. Ça, c'est obligatoire. À moins que vous ayez un seul picot, mais dès que vous avez plusieurs picots, voilà, vous avez pas mal de picots, vous avez des fissures qui apparaissent. Donc ici, vous voyez, sur cette verrue-là, j'ai fait le choix de ne pas creuser là où il y avait les picots, parce que je voulais avoir un récipient. Vous voyez, c'est le récipient qui est travaillé, le bois est poli, etc. Mais j'ai préféré avoir les picots, que peut-être un jour je trouverai, pour avoir un récipient qui est plein, plutôt que d'avoir un trou. Cependant, là, il y avait vraiment un choix à faire, parce que si j'avais creusé ici, dans cette zone-là, pour enlever les picots, en fait, j'aurais eu la différence dans la vitesse de séchage aurait été beaucoup moins importante. La partie de bois tendre qui sèche plus vite aurait été moins importante, et du coup, j'aurais eu beaucoup moins de fissures. C'est-à-dire que si j'avais creusé au milieu, voilà, je n'aurais pas eu des fissures aussi éparpillées. Par exemple, cette petite fissure ici ne serait peut-être pas apparue, parce que j'aurais eu un volume de bois qui sèche plus vite qui serait beaucoup moins important. Et donc ça, c'est un petit peu un échange à se dire sur pas mal de verrues. Est-ce que je creuse un trou pour du coup avoir un trou à la fin, mais pour avoir moins de fissures et des fissures moins éparpillées, on voit aussi ici, ou bien est-ce que je ne fais pas de trou, mais j'accepte d'avoir des fissures que je devrais éventuellement colmater si je veux avoir un récipient qui soit imperméable. Donc c'est un petit choix à voir, c'est une petite chose à prendre en compte, à nouveau dans un travail assez rapide des verrues. Alors là, on a un peu plus pour les picots, ça peut aller vite aussi, c'est l'histoire de quelques jours. On a un peu plus de temps que pour l'écorçage ou pour la partie qui est vraiment très humide, parce que la partie qui est morte, l'humidité là, ça fond plus vite que les picots. Voilà, ça fond plus vite que les picots. Mais il faut s'en occuper. Et enfin, le dernier élément auquel il faut s'occuper, là aussi assez rapidement, c'est, comme je vous en avais parlé un petit peu précédemment, pour les verrues où vous avez la verrue qui a bien poussé et qui a commencé à fusionner avec le tronc. Ici, elle a fusionné par là. Et où vous avez une partie où l'écorce et le cambium sont sandwichés entre le tronc et la verrue. Voilà. Le problème, c'est que lorsque l'écorce est très petite, lorsque l'écorce est sandwichée entre le tronc et la verrue, elle va s'amincir, elle va devenir très 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 mince. Une fine pellicule d'écorce avec une fine pellicule de cambium. Et une fine pellicule, ça sèche très vite. Et ça colle très vite. Et là, ce qui va se passer sur ces verrues-là, sur ces bords-là, si vous ne vous en occupez pas très vite, l'écorce va sécher, va coller à la verrue, et là, ce sera très difficile de l'enlever. Donc vous avez ici un exemple parfait, j'ai été moi-même, où j'ai traité un côté très vite, j'ai obtenu un très très beau visuel, où vous avez une partie rugueuse, une partie lisse, partie rugueuse, partie lisse, ça fait très très joli, des jolis bandes. Et puis de l'autre côté, j'avais un petit peu laissé traîner. Je laissé traîner un jour et demi, pas plus. J'avais récupéré d'autres verrues, je me suis dit allez, c'est bon, ça va, c'est facile. Ce côté-là, c'était très facile. J'avais un peu tapé avec mon pilon, j'avais utilisé mon petit ciseau à bois, c'était parti tout seul, sans problème. Un petit coup de bout de plastique pour nettoyer, fini. Et puis là, un jour et demi plus tard, le tout avait séché, et là c'était collé. Le pilon ne faisait plus rien, le ciseau à bois, quand je grattais, il me faisait des petits trous, et le bout de plastique ne servait plus à rien. Donc, j'ai essayé de recoller un peu les deux bouts, j'ai essayé de gratter tout ce que j'ai pu, mais c'est beaucoup moins joli. Voilà, c'est le problème. Là, on pourrait dire que c'est un peu abîmé, mais vous le voyez, ce côté-là est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus appréciable que ce côté-là. Et c'est juste parce que je l'ai laissé sécher. Donc vraiment, voilà, vous voyez un exemple, maintenant j'ai appris ma leçon, je le sais, quand j'ai une verrue avec une surface plate qui est collée au tronc, il faut s'en occuper tout de suite.
pour avoir un bon résultat. C'est-à-dire que ça, c'était l'histoire de, quand c'est frais, ça c'est l'histoire de 10 minutes, même pas. Là, c'est pour une verrue qui fait 20 cm de diamètre, là j'ai un récipient, là-dedans je peux faire des œufs à la neige, sans problème. Juste le fait de ne pas avoir fait ça m'embête, et là, travailler ça, essayer de rattraper le séchage, ça me prend 1 heure, parce que il faut y aller petit bout par petit bout. Ici, par contre, quand c'est frais, on peut y aller sur des beaucoup plus grands temps. Donc vraiment, voilà dans cette partie, l'importance qu'il faut avoir pour le travail des verrues, la préparation des verrues, pour qu'elles tiennent dans le temps. Autant les trouver et les ramasser, c'est pas très très dur, je trouve, ça s'apprend très vite. Autant là, il y a beaucoup de petits points sur lesquels il faut être minutieux, et c'est pour ça que je vous conseillerais, si vous débutez dans la chose, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, de prendre peu de verrues pour les travailler bien en fait. Prendre peu et les travailler bien, plutôt que beaucoup et les travailler petit. Et bon, maintenant que je vous ai parlé du travail des verrues, on va voir est-ce qu'on peut en faire de ces verrues. Donc on va aborder la dernière partie, l'utilisation des verrues. Alors les verrues d'arbre, on peut les utiliser tout comme le broussin. On peut les utiliser en ébénisterie. On peut en faire des tranches, verticales ou horizontales, qui vont nous servir sur des meubles, faire du plaquage. Ça peut aussi nous servir à faire des dessous de plats. Ça peut nous servir à faire des dessous de verre. On peut faire des petits plateaux avec. On peut faire ce genre de choses. Sur une verrue qui est ronde, on peut faire des billes, on peut faire des dés, on peut faire tout un genre de petites, on peut faire des poignées de porte, on peut faire des manches de calme, on peut faire tout un tas de choses. Bon, il faut un certain niveau de sculpture quand même pour sortir certaines choses. Parfois pas trop, une bille ça va. Une bille avec un peu de papier de verre, un petit ciseau, on y arrive. Un dé, on peut y arriver. Une poignée de porte, etc. Il faut un peu plus de compétences. Mais voilà, on peut vraiment se servir de ce bois-là, parce que, un peu comme le broussin, on a une masse de bois, avec une fibre à l'intérieur, qui a des formes très particulières, qui a des formes totalement différentes de ce qu'on va avoir avec un tronc classique. Et donc ces formes vont donner, quand on voit ces formes déjà, permettent de sortir des motifs assez particuliers, des visages, des récipients, des choses comme ça. Et puis la fibre à l'intérieur va dessiner aussi des trajectoires très particulières, très différentes de celles d'un tronc, qui visuellement sont très agréables à l'œil. Donc voilà, comme j'en parlais, on peut sortir des vases, des ustensiles, suivant la taille de la verrue. Et par exemple, on peut très bien imaginer prendre une verrue un peu grosse, 10 cm de diamètre, et sortir dedans des manches d'outils, sortir un petit pilon, sortir ce genre de choses, sortir des trucs en bois, des formes assez simples, mais qui peuvent être assez intégrées à des outils ou assez pratiques dans notre vie de tous les jours. Ou bien un petit meublement déco, parce que ça peut être un petit presse-papier aussi, on peut très bien faire ça. Vous pouvez aussi ne pas travailler la verrue, voilà, vous la laissez comme ça, si la verrue a une assez jolie forme, si justement le bois, la fibre à l'extérieur est très, très jolie, que c'est pas très gros, vous avez un objet de décoration, et puis c'est votre souvenir. C'est la verrue que vous avez trouvée à tel endroit, en vacances, etc. C'est cette verrue-là. On a un côté pièce unique qui est aussi très présent, comme pour le broussin. Ce qu'on a aussi, par rapport au broussin, c'est que le broussin, c'est souvent, c'est dans le tronc, c'est pris dans le tronc. Parce que c'est souvent une déformation du tronc. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose de rond. Quand on a le broussin, on a forcément une partie qui est tranchée, la partie côté tronc. Dans une verrue, on a souvent toutes les parties, tous les côtés qui sont exploitables. Une verrue en forme de bille, on a la bille, on n'est pas obligé on peut garder des parties de la surface de tous les côtés. Ça, c'est intéressant. En plus aussi, par rapport au broussin, comme j'en parlais, la verrue n'a pas vraiment de picots, de gourmands, etc. Et donc, elle peut très facilement être écorcée. Et donc, cette surface, on peut la garder. Souvent, dans le travail du broussin en ébénisterie, on ne garde pas la surface. Ou bien, on laisse l'écorce et on fait des tranches, et puis du coup, on aura les tranches avec l'écorce. Mais, on va souvent pas intégrer du tout la surface du broussin telle qu'elle. C'est-à-dire, on va pas chercher à enlever l'écorce minutieusement pour garder ce qui se trouve dessous. Alors que sur la verrue, ça, on peut vraiment le faire. Et ça donne du coup des reliefs un peu différents qu'avec le broussin, et qu'on peut avoir plus facilement, quelqu'un de novice peut avoir, et qui sont assez intéressants à travailler. Comme je le dis, même un novice en sculpture peut faire de jolies choses avec une végétale. Vraiment, je suis novice en sculpture, je sais creuser des trous, je sais utiliser un ciseau à bois pour creuser des trous, couper du bois, et je sais utiliser un marteau, et voilà, c'est tout ce que je sais faire. Et je vais vous montrer par la suite les ustensiles que j'ai, et puis du coup ce que j'ai réussi à faire avec. Alors au niveau ustensiles, voilà, j'ai des ciseaux à bois et des gouges. Donc c'est ce que moi personnellement, c'est ce que je vous conseillerais. C'est très simple, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. Il faut des tailles un petit peu différentes. Et après c'est suivant vous. Je ne suis pas du tout un expert du domaine, donc
Ici, je vous ai présenté les outils que j'utilise parce que j'ai telle position, ou je préfère avoir tel outil, etc. J'ai une grosse gouge pour enlever beaucoup de bois, un ciseau à bois plutôt plat pour refaire des surfaces lisses, et puis des outils plus petits pour aller dans les recoins et pour finoler les détails. Mais j'utilise ça pour creuser des trous. Voilà. Par exemple, la verrue qui avait l'intérieur mort, j'ai creusé la verrue avec ça. Je creuse un trou. Et après le trou, je l'affine, je l'arrondis, je creuse des trous. Je fais pas mieux que ça. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que il faut juste prendre un peu de patience pour faire ça avec un peu de minutie, ça prend un peu de temps, mais c'est pratique. Alors avec les ciseaux à bois, je recommande de combiner des pansements et du mercurochrome. Même pas je recommande, vraiment c'est plus que recommandé, parce que qu'on soit débutant ou expert, il arrive toujours quand on travaille le bois, quand on fait du travail manuel, de se mettre des coups dans les doigts. Et les coups dans les doigts, si on n'a pas de quoi se soigner rapidement, c'est casse-pied, parce qu'on va mettre du sang partout, et puis on va avoir mal aussi. Et il faudra du temps pour que le doigt en question puisse remarcher proprement. Du moins pour que la blessure ne soit pas gênante quand on veut manier quelque chose. Donc avoir ces éléments-là sous la main, avoir une petite trousse à pharmacie, c'est toujours très très utile pour, dès qu'on se blesse, directement pouvoir se soigner. Voilà, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Ça vraiment c'est important, parce que le sang tache beaucoup. Le sang tache la verrue aussi, faut pas l'oublier. Donc ça peut être joli de tacher une verrue de sang, mais c'est pas forcément ce qu'on veut au niveau résultat visuel. Ce que vous pensez. Ensuite, les derniers outils que je vais vous présenter, qui sont des outils, moins dangereux, c'est le papier de verre. Alors le papier de verre, bien, tout simplement, une fois que j'ai creusé un trou, je vais le polir. Donc, pour ça, j'utilise du papier de verre. Je commence avec du grain 80, le grain le plus gros que je puisse trouver, et puis je gomme tous les trous. C'est-à-dire que quand on utilise un ciseau à bois à une gouge, on va toujours faire des petits trous, des petits trous un peu partout, des petites bosses, parce qu'on va creuser. Et le papier de verre, il va être là pour limer le bois, limer le trou, et du coup gommer tous les petits trous qu'on a pu faire, toutes les aspérités qu'on a pu faire. De même, le papier de verre va pouvoir gommer les petites barbes de bois, les petites ébarbures qu'on a pu laisser, ça est là. Et puis, une fois qu'on a gommé tout ça, le papier de verre de grain plus fin, de grain 120, 200, 300, 400, 600, il va permettre de polir le bois. Polir le bois, ça c'est vraiment bien, parce que ça donne un toucher qui est bien plus agréable, et ça fait ressortir la fibre à l'intérieur. La fibre à l'intérieur, quand vous commencez à polir votre bois, elle va ressortir visuellement, et après ça va donner quelque chose de très très joli. Donc le papier de verre, ça coûte pas très très cher, vous voyez ici un petit stock de papier de verre. Il n'y en a pas besoin de beaucoup pour travailler une verrue. Même une verrue un peu grande, un morceau de papier de verre, ça s'utilise très longtemps. Même quand le papier de verre est usagé, en fait, un papier de verre qui est très gros, qui est usagé, c'est souvent un papier de verre moins gros qui est neuf. Donc c'est toujours utile. Jusqu'à un certain point. Mais là, vous avez du papier de verre qui est très très usagé, je me sers encore, parce que quand je vais avoir un rendu plus fin, ça me sert de papier intermédiaire, avant d'arriver jusqu'au 600. De même, le papier de verre, ça sert à aiguiser les outils, les gouges, les ciseaux à bois. Le bois, c'est quand même quelque chose, un matériau très tendre, dans lequel on peut sculpter assez facilement les choses, avec des outils en métal, mais il faut quand même aiguiser un petit peu les choses. Le papier de verre, ça sert aussi à ça. Voilà. Donc voilà pour les outils. Maintenant, passons un petit peu aux résultats. Donc, vous en avez vu une ou deux en cours de travail dans cet exposé. Je vais présenter maintenant des verrues qui, elles, ont été finies. Presque finies. Donc ici, je voulais montrer des verrues creusées. Voilà. Vous avez des verrues creusées dans deux fois les mêmes directions. Donc, ce que je veux montrer, c'est plusieurs choses. Donc déjà, ce sont des verrues que j'ai creusées à l'intérieur. Donc, fondamentalement, ce que j'ai fait, j'ai récolté la verrue, je l'ai écorcée, et j'ai fait un trou dedans. Puis, j'ai poli le trou. C'est tout ce que j'ai fait. Et ça me fait un récipient. Voilà, j'ai deux très beaux récipients. Ça, c'est un petit bol. Ça, c'est un grand bol. Là-dedans, je fais un très grand déjeuner. Ce que je veux aussi illustrer, c'est l'intérêt du papier de verre. Dans la verrue à gauche, je n'ai utilisé que du papier de verre 80 pour gommer toutes mes petites aspérités que j'ai creusées avec mon ciseau à bois et mes boules. Et là, je suis allé jusqu'au 600. 80, 120, 200, 300, 400, 600. Et là, vous remarquez que on a un aspect beaucoup plus brillant, beaucoup plus lisse. Et c'est vraiment le cas. Là, on a quelque chose qui au toucher est très 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 agréable. Et la fibre est aussi beaucoup plus visible. On est beaucoup plus visible dans cette verrue-là que dans cette verrue. De même aussi au niveau des couleurs, ce sont deux verrues de hêtre. Ce sont deux verrues des mêmes essences d'être. C'est pareil de quelques kilomètres. C'est vraiment les mêmes arbres. Et pourtant, au niveau des couleurs, on n'est pas du tout des mêmes couleurs. Ça, c'est parce que sur la verrue de droite,
j'ai utilisé la technique du chiffon. Alors, j'ai pris un chiffon humide, et quand la verrue était fraîche, après l'avoir écorcée, j'ai frotté la verrue avec un chiffon. J'ai frotté, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être un peu plus, et ça m'a fait sortir une couleur beaucoup plus jaune, beaucoup plus criante, et un aspect beaucoup plus lisse, beaucoup plus brillant. Vous voyez, on a certains reflets sur le bord qui apparaissent. De même aussi, vous remarquez que sur cette verrue, vous avez des bords. Vous avez des bords où la verrue était collée au tronc. Le tronc était ici. Enfin, la verrue était liée au tronc par là, et là, elle était un petit peu collée au tronc. Et donc là, quand la verrue était fraîche, je m'en étais occupé. Donc vous voyez que le bord, quand on s'en est occupé avec une verrue fraîche, c'est quelque chose de très jaune. Et ces verrues, je les ai creusées fraîches, elles n'ont pas fondu. Donc j'ai pas eu besoin. Je sais que dans le travail du bois, le séchage est un point qui est très important, et en ébénisterie, souvent on fait sécher le bois très longtemps, plusieurs années, avant d'en servir. Pour les verrues, comme c'est des volumes de bois pas très importants, c'est pas très grave. Cette verrue va à un tout petit peu fendu à certains endroits, mais bon, voilà, peut-être que dans un an, elle aura quelques fissures, mais bon, je voulais pas attendre quelques années, j'ai préféré travailler directement. J'ai quand même un très beau rendu et j'en suis content. Voilà. Sur cette verrue-là, même pour donner aussi un petit point, ici, vous aviez la pointe qui touchait l'arbre, toute cette partie-là était fermée, et ici, cet ourlet, il indique que la verrue avait été blessée, vous avez une partie morte. On le voit d'ailleurs ici à l'intérieur, en fait, quasiment tout l'intérieur de la verrue était mort, donc il était pas très confit, mais il commençait à être mort, et donc j'ai creusé l'intérieur, parce que de toute façon, il n'était pas très bon. Voilà. Mais vous voyez que une fois que je vous ai présenté les différents éléments de la verrue, de sa croissance, etc., on peut reconnaître les choses. La forme ronde, la tache qui était du côté de l'arbre, ici, cette blessure, avec cet ourlet qui était caractéristique, ici, pareil la tache à l'arbre, ici le côté plat, qui indiquait que la verrue était plaquée contre l'arbre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut remarquer aussi sur une verrue travaillée. Ça, c'est sympa. Après, une verrue pas travaillée. Donc ça, c'est une verrue de sapin. Là aussi, on remarque, il y a une partie vivante, une partie morte, beaucoup de pointes. Les sapins font beaucoup de pointes. C'est une verrue, on peut s'asseoir dessus. Ça fait une petite chaise en mode chaise tahitienne, très sympathique. Et cette verrue-là, je ne l'ai pas travaillée. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écorcée et je l'ai nettoyée. Parce que, bien évidemment, la partie morte était couverte un peu de résine, de petits résidus, de petites toiles d'araignée. Et puis aussi, comme c'est du sapin, un résineux, quand vous enlevez l'écorce, vous avez de la résine qui se met partout. La résine, ça colle, et après, ça se colore. J'ai dû nettoyer, utiliser une petite brosse à dents, une vieille brosse à dents, avec un peu d'eau savonnée, et frotter un peu partout, repasser plusieurs fois, pour enlever toutes les traces de résine qu'il y avait, et ainsi sortir, en fait, une partie vivante très claire, vous voyez, un jaune assez clair, assez brillant. Et voilà, cette pièce-là, je ne l'ai pas plus travaillée, parce que le bois de sapin, ça se travaille mal, en fait. C'est pas comme les bois sont assez inégaux. On a des bois qui se travaillent très bien, qui sont très denses, très solides. On a des bois qui sont très creux, qui se travaillent pas très bien, qui sont moins jolis, qui n'ont pas des bonnes couleurs. C'est comme ça. Le résineux, ça se lisse pas très bien, c'est pas très pratique à creuser. Faire des trous dedans, c'est pas la folie. Donc j'ai préféré la laisser comme ça et avoir comme objet de décoration. C'est un objet, voilà, ça fait une forme de dent, une forme un peu, on peut y voir plusieurs choses dessus. Et voilà, c'est la plus grosse verrue de sapin que j'ai et je la trouve magnifique. Maintenant, je vais vous présenter une verrue de bouleau que j'ai travaillée. Donc ici, à nouveau, je vais utiliser la technique du chiffon sur l'extérieur, parce qu'on peut remarquer que l'extérieur, il est d'un jaune assez un peu criard, et puis c'est brillant. On le voit même, hein, on a une différence un peu de texture. Les zones où vraiment qui ont été un peu aplaties avec le passage du chiffon en appuyant, ont donné un côté brillant, et les zones qui ont été moins aplaties donnent un côté un peu mat. Mais on a une très jolie couleur qui apparaît sur la surface, ça c'est grâce au chiffon. On a à nouveau une verrue qui, vous le voyez, était collée au tronc, puisqu'on a des rebords ici. Donc sur cette verrue, on a un truc très particulier, qui est à nouveau un résultat du théorème de la boule chevelue, c'est que la fibre est très droite. On pourrait penser à du broussin, parce qu'on a une fibre qui est rectiligne, mais ce qu'on a, c'est que, on a deux choses qui trahissent le fait que cette feuille n'est pas du broussin. C'est d'une part qu'on a ce rebord-là, ces ourlets-là. Ces ourlets-là, en fait, si vous regardez la fibre ici, ils montrent qu'on a une transition entre la fibre droite du tronc, qui elle est comme ceci, et puis la fibre de la verrue. Parce qu'en fait, la fibre de la verrue, certes, est dans la direction de la fibre du tronc, mais en fait, elle est enroulée. C'est-à-dire que cette fibre-là fait des rouleaux. Elle fait des rouleaux et ce n'est pas droit, une bosse et puis droit. Et ces deux rebords l'indiquent aussi, le montrent bien que la fibre à l'extérieur,
elle ne reprenait pas avec la fibre du tronc, elle faisait vraiment un roux, elle faisait des cercles. Et l'autre élément qu'il indique, et qui est lié en fait au théorème de la boucle évolue, c'est qu'on avait deux nœuds, ici et ici. C'est-à-dire que même si la fibre paraissait droite, bien en fait, ça c'est un cas particulier du théorème de la boucle évolue. Si vous essayez de tout brosser dans une même direction, vous allez avoir deux épis de part et d'autre, ici et ici. Et donc, cette verrue, elle avait une forme qui était très jolie, une forme de marshmallow à l'extérieur, c'est ce que j'y vois, et à l'intérieur, ça fait un petit plat avec les deux poignées. Voilà. Donc là, ça fait un joli plat, on peut y mettre des fruits, des bonbons, ce qu'on veut. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un très bel objet. Voilà, je suis content de l'avoir récupéré, travaillé. Voilà, c'est des connaissances qu'ils ont trouvées, et ça m'a. Enfin, pour moi, c'était vraiment un grand plaisir de faire ça. Ça demande pas beaucoup de connaissances. Ça demandait du temps parce que vous voyez qu'il y a des formes. Enfin, creuser ça demande de faire attention au niveau de l'épaisseur, de pas faire de trous, de pas se rater. Mais le résultat est très joli. Ensuite, au niveau des verrues, puisque j'en avais parlé, les verrues en forme de champignon. Voilà. Donc ici, une verrue de hêtre en forme de champignon. Là, sur la taille, on est à du 20 cm de hauteur à peu près. Ça, c'est une verrue 1,5 kg, presque 2 kg. Mais vous le voyez, la pointe est là, la verrue ne tenait quasiment pas à l'arbre. Cette verrue-là, un coup de pied, on l'enlève. Pourtant, c'est 1,5 kg, hein, c'est une grosse verrue. Le hêtre qui la contenait, il avait 150 ans facilement, peut-être 200 ans. Mais cette verrue, elle est vraiment très belle. Tout ce que j'ai fait, c'est l'écorcer, creuser au ciseau à bois ici, pour avoir un dénivelé, et en fait reproduire la forme d'un bolet. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai reproduit la forme d'un bolet. Pareil ici, j'ai arrondi un petit peu la partie morte pour enlever les vagues successives, avoir quelque chose d'un peu rond, comme un ventre de bolet, comme un ventre de Bélix, si vous préférez. Et après, ce qu'il me reste à faire, c'est passer le papier de verre ici, pour tout poncer, avoir une forme bien ronde. J'ai fait un plat en dessous. Et après, je vais polir, et avoir une très jolie verrue, avec un chapeau, un très joli bolet, un chapeau d'une couleur bien jaune avec une très belle surface, et puis le pied d'une autre couleur avec des très jolies fibres qui se dessinent. Justement, en modèle réduit, voilà des champignons, ce que ça donne, en petit modèle. L'intérêt du petit modèle, c'est que ça prend beaucoup moins de temps à faire, voilà, mais c'est le même principe. Hein. J'ai bien tout nettoyé, j'ai séparé le chapeau de la partie morte, j'ai donné ma forme à la partie morte, puis j'ai poncé. Même ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un peu d'huile. Alors la photo n'est pas très très claire malheureusement, je ne suis pas photographe non plus, mais vraiment, on a une brillance qui est apportée par l'huile. J'ai pris de l'huile d'olive, hein. On a des huiles particulières en ébénisterie, mais bon, j'ai pris de l'huile classique, parce que j'ai fait ce que j'avais sous la main. Et vous voyez qu'on a plein de champignons et un petit coquillage que j'ai pu obtenir, vraiment très simplement. Donc là, vous voyez aussi, en plus, vous voyez vraiment le cycle de verrue, hein. La partie qui était côté tronc, qui était sans pointe, une petite partie vivante, une grosse partie morte. On sort de très très belles choses. Enfin, en tout cas, des choses que j'apprécie beaucoup. De même, pour faire un petit listing, être un peu exhaustif, voilà des verrues fusionnées. Des verrues fusionnées que j'ai travaillées, où là, on a quelque chose de très différent au niveau de la fibre. On le voit ici. Vous le voyez, si vous regardez la fibre ici attentivement, vous avez des petits ponts qui sont. Chaque petit pont, c'est lié justement à une des verrues qui est fusionnée avec ses camarades. Alors on ne le voit pas trop ici sur la partie vivante, le côté fusion, parce qu'elle est un peu ancienne. C'est ça, c'est une verrue fusionnée de grande taille, mais on le voit ici, sur la partie morte. C'était justement mon objectif, c'était que, en creusant la partie morte, puis en la polissant, de faire ressortir la fibre de chaque petite verrue qui était constituée de cette verrue fusionnée. Parce que justement, au lieu d'avoir une fibre qui va être toute droite, qui va être sinueuse, là j'ai plusieurs fibres à coller, donc j'ai des motifs qui sont différents. C'est ce que je voulais avoir. Et là de même, sur cette partie-là, j'ai appliqué un peu d'huile, avec un petit bout de sopalin et un papier essuie-tout et un peu d'huile, j'ai appliqué de l'huile. Et du coup, la couleur ressort beaucoup plus, la fibre ressort beaucoup plus, j'ai un effet poli qui apparaît, qui a un peu l'effet brillant. Et voilà, c'est vraiment très joli. Alors pour sortir un petit peu des fibres des verrues de hêtre, voilà un autre type de verrue. Ça c'est une verrue de sol des chevriers. Donc cette verrue-là, pareil, j'ai utilisé la technique du chiffon. C'est-à-dire que cette verrue, là on est sur une verrue, là ça fait 60 cm de haut, quoi, à peu près. Pour moi c'est une verrue sculpture. C'est-à-dire que la forme de la verrue est tellement particulière que ça donne une sculpture, on peut y voir des visages, on peut y voir certaines formes, ça donne un style un peu, sculpture contemporaine, mais c'est naturel, ça s'est fait tout seul, il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit, tout ce qu'il a fallu c'était la récupérer, et en prendre soin pour l'écorcer, il y a quand même du travail d'écorçage derrière,
mais c'était juste long, c'était pas très difficile. Puis, utiliser la technique du chiffon humide pour apporter ce côté brillant, et cette couleur. La surprise, c'était la couleur. Je ne m'attendais pas à avoir une si belle couleur. Et voilà, ça donne un effet sculpture. Enfin, limite, on ne dirait pas que c'est du bois. On ne voit pas la surface, le côté un peu veineux, ligneux du bois. On n'a pas du tout. Ça fait quelque chose de très mat, un peu cuir. Et voilà, on a une forme qui est magnifique. Voilà, c'est une verrue exceptionnelle. J'en ai vu qu'une seule comme ça. J'en ai vu avoir qu'une seule comme ça. Mais pour moi, c'est ce genre de plaisir en fait qui m'intéresse dans les verrues. Et voilà. Niveau travail du bois, il n'y a pas grand chose à faire. Une fois l'écorçage fait, la verrue elle est faite. Donc ça aussi c'est intéressant parce que pareil, un novice, il suffit d'avoir la chance de tomber sur une verrue qui a une belle forme, etc. On peut sortir un très bel objet décoratif. Ça, quelqu'un qui sait bricoler, il peut toujours creuser derrière et en faire un porte-manteau. Ou en faire autre chose. Et bon, quelqu'un qui sait pas bricoler, il garde ça en sculpture et ça fait très joli. Donc voilà, sur ce, j'ai fini ce que je voulais vous présenter. Donc, je vais terminer ma présentation. Et voilà, donc je tenais à vous remercier pour avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce sujet vous aura plu, que ce sujet vous aura rendu curieux, et qu'il vous aura donné envie d'aller dans les bois, voilà, de profiter des bois, de belles balades, pour trouver des verrues, pour en faire des choses qui vous plaisent, des ustensiles, des récipients. Parce que vraiment, on a toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, les différentes essences. On peut faire vraiment des choses magnifiques avec les verrues. Et j'espère vous avoir donné envie de prendre part un peu à cette aventure.